Donc bonsoir à tous. Bienvenue à tous d'abord. Nous sommes extrêmement heureux de nous retrouver en présentiel, parce que ça fait fort longtemps que nous n'avons pas pu nous réunir, on sait tous, à la grosse période du Covid. Moi-même, je suis Philippe Lasserre, le président de l'association des anciens du Master de Management Stratégique de l'Information et des Technologies. Donc le Master, en deux mots, hein, c'est l'Alliance du pilotage de la transformation digitale et de celui des systèmes d'information. Donc la découverte de nouveaux business models, la gestion de projets digitaux, le pilotage économique, la sécurité, les contrats, le réglementaire, la gouvernance, le pilotage des grands projets. Et pour proposer ce cursus unique et bicéphale, nous avions à l'origine de notre diplôme, il y a plus de 20 ans maintenant, deux écoles prestigieuses, les Mines de Paris et HEC. L'histoire faisant, il y a 2 ans, HEC a décidé de poursuivre une stratégie de recentrage et a mis fin à sa participation dans notre cursus. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Et à notre plus grande satisfaction, l'université de Dauphine PSL a rejoint le programme, et ce, grâce à l'admirable travail de nos 2 directeurs d'études, Fabien Coelho des Mines de Paris et Thibaut Barbarin de Dauphine PSL. Je vous invite d'ailleurs à les solliciter lors du cocktail pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par notre formation. Quelques mots sur l'ASSOS. Notre asso d'alumni regroupe aujourd'hui plus de 900 professionnels, des DSI, cadres de l'industrie du numérique, chez des end-users ou chez des fournisseurs. Nous avons parmi nous beaucoup d'entrepreneurs, de nombreux indépendants hautement qualifiés. C'est donc un vaste vivier d'une très grande richesse de haut niveau. Alors nous, à l'association, on cherche à préserver ce lien intergénérationnel et proposer à l'occasion des occasions de se retrouver et d'échanger, de partager. Et c'est pour ça que nous organisons tous les ans une grande conférence. Donc pour en venir à cette conférence, je dois avouer que nous y pensions depuis 2020, mais que le Covid a ajourné nos ambitions de l'époque. Pourquoi cette conférence ? Comme beaucoup d'entre nous ici, je pense que, pour ma part, dans la vraie vie, je suis DSI d'une ETI française, et nous avons tous consacré les 10-20 dernières années de notre carrière professionnelle à essayer de réaliser le souhait de nos PDG et actionnaires, qui serait que, 1, les pannes informatiques n'existeraient plus, 2, la sécurité serait absolue, et 3, les limites ne seraient jamais atteintes. C'est-à-dire que plus de problèmes de RAM, de CPU, de stockage, plus de problèmes de performance ou de disponibilité. Et on a inventé à ce moment-là l'abondance à la demande, ou plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui le pay as you go. Et dans le même temps, on entend de plus en plus parler du réchauffement climatique, de la rareté des ressources, de l'émission de gaz à effet de serre. Et pour l'anecdote, au moment où on a décidé de relancer cette conférence, j'étais caché en télétravail dans mon pays natal à Biarritz. C'était au mois de décembre. Il faisait quand même 26 degrés. On surfait tous les jours, alors qu'à Miami, il neigeait. Et ce jour-là, Frédéric, ici présent, qui fait partie de la direction de l'association à mes côtés, m'appelle et me dit « Philippe, pour notre conférence annuelle, tu ne crois pas que notre idée de la sobriété numérique serait un bon sujet à relancer ?» Et je lui ai dit « Ouais, je crois, Frédéric, il est grand temps qu'on en parle. » Donc, je vais laisser la parole à Frédéric pour vous présenter notre conférence sobriété numérique. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une excellente conférence, et je vous dis à tout à l'heure pour le cocktail. Bonsoir, donc je suis également très heureux de vous retrouver. Effectivement, cette conférence, on s'est posé la question, puisqu'on l'avait pensée en 2019, bon, et puis 2020 est passé par là, et il se trouve qu'on s'est dit qu'il n'y avait aucune raison de l'abandonner. On a quand même fait un conseil d'administration pour ceux qui étaient présents, on s'est challengé nous-mêmes, et en fait, tout le monde nous a dit non, c'est vraiment une bonne idée. Alors, c'est une si bonne idée que depuis 2005, j'avais participé à la première conférence.
vous êtes 265 inscrits. Alors il y a toujours des gens qui ne viennent pas, je ne sais pas combien on finira, mais il y a déjà beaucoup de monde. Et on n'a jamais eu autant d'inscrits. Donc c'est que le sujet était sans doute bien choisi. Alors ce sujet, en fait, il va être traité en plusieurs temps. Dans un premier temps, on va voir les enjeux de la sobriété numérique. Et c'est Madame Céline Lescope qui a copiloté le groupe de travail déployer la sobriété numérique dans un groupe, je pense, dans une association que beaucoup ici doivent connaître, qui s'appelle le Shift Project, qui viendra donc nous expliquer ces enjeux. Et puis après, on a eu une petite faiblesse. On s'est dit, si on fonctionnait comme le mass média ou les politiques, sans doute qu'on passerait directement aux solutions. Et puis on s'est dit qu'on n'allait pas faire comme ça, parce que dans nos sociétés, dans nos entreprises, ça ne marche jamais comme ça. Avant de voir les solutions, on regarde les contraintes. Et c'est monsieur Philippe Biwix, qui est directeur général de l'AREP, et que certains d'entre vous connaissent sans doute parce qu'il fréquente beaucoup certaines émissions sur tout un tas de chaînes privées en ligne, sur notamment YouTube, pourquoi ne pas le dire. Et puis surtout parce qu'il a écrit 2 livres, L'âge des low-tech et Le bonheur était pour demain, ce que je trouve être tout un programme. Donc là, vous viendrez nous expliquer, Philippe, les contraintes. Et puis ensuite, nous aurons 2 intervenants, donc messieurs Jérôme Chalot et Fabrice Rigolo, qui donc sont associés au sein du cabinet très connu CGI, et que Philippe et moi tenons, ainsi que toute l'association, à remercier chaleureusement, parce qu'en fait, depuis fin 2019, vous nous avez maintenu votre confiance pour organiser cette conférence en maintenant votre sponsorship. Et franchement, alors que ce n'était pas évident, en tout cas, nous, on s'est posé des questions. Vous êtes encore là ce soir. Merci beaucoup. Et enfin, nous terminerons par une table ronde avec un certain nombre de questions qui seront débattues. Et puis, avant le traditionnel cocktail dînatoire, des questions de la salle. Donc, je passe maintenant la parole à Madame Lescaut. Merci. Bonsoir. D'abord, merci à tous les deux pour l'invitation. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Céline Lescope. Je suis ingénieure en informatique, diplômée en 96 de l'ENSIE. Je précise parce que je suis une fille, donc je n'ai pas forcément l'air d'un ingénieur en informatique. C'est important de bien le préciser. Et je suis actuellement en poste dans un grand groupe financier. Ce soir, je suis là pour représenter le Shift Project et incarner un petit peu M. Jean-Marc Jancovici, peut-être que certains d'entre vous connaissent, sur le sujet plus particulier du numérique. Voilà, donc c'est une tâche qui est importante à réaliser. Le Shift Project, donc qu'est-ce que c'est ? C'est une association à but non lucratif qui a été créée il y a une dizaine d'années à l'initiative de Jean-Marc Jancovici, mais pas uniquement. Il y a énormément de personnes derrière lui. On peut aussi citer le directeur Mathieu Ozano et Hugues Ferrebeuf qui mènent les travaux sur le numérique. J'étais avec lui cet après-midi. Et l'objectif du Shift, c'est d'amener c'est le respect des accords de Paris, arriver à rentrer dans des trajectoires économiques qui sont compatibles avec la réduction des gaz à effet de serre, avec une stabilisation des températures. Et donc, pour ça, il y a une démarche scientifique qui est au cœur du Shift, portée par beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur la base d'un mécénat qui vient d'entreprises, mais aussi beaucoup d'ingénieurs qui sont à contribution bénévole. Donc ça, c'est pour le Shift. Je vais un petit peu rapidement. Il y a beaucoup de contenu disponible, j'insiste, librement en ligne. C'est une grande vertu de ces travaux. Et les méthodologies de calcul qui sont supportées par le Shift sont des méthodologies qui sont ouvertes et qui sont partagées. La première chose que je voudrais rappeler, parce que c'est quelque chose sur lequel on s'attarde assez peu, finalement, c'est la question des gaz à effet de serre. Si on n'avait pas ce problème de gaz à effet de serre, on ne parlerait pas de sobriété numérique. Donc il faut revenir un petit peu sur quel est le problème. Vous avez 2 choses qui sont à l'écran tout de suite. Vous avez la concentration en CO2 dans l'atmosphère et les anomalies de température en moyenne qui augmentent de façon symétrique. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique qui n'est plus débattu sur la corrélation entre l'augmentation de ce CO2 et l'augmentation des températures moyennes. Vous le savez peut-être, quand on dit température moyenne, on parle donc de moyenne, on ne parle pas des pics.
l'augmentation de la température moyenne va aussi aboutir à des pics, à des vagues de chaleur très fortes. On en a en ce moment, enfin on en avait la semaine dernière au Bangladesh, et puis on en a un petit peu en ce moment, parce que la température qu'on a tout de suite au mois de mai, ou celle qu'il y avait à Biarritz pendant le surf à Noël, était aussi une indication de cette augmentation de température. Donc il faut bien voir que cette histoire d'augmentation moyenne ne reflète pas ce qui se passe sur les continents, versus ce qui se passe dans la mer. Le continent se réchauffant aussi plus que la mer, donc la température moyenne, comme on a beaucoup d'eau sur la Terre, ça c'est aussi bien refroidi par les océans. Bref, on a ce problème de CO2 qui vient des émissions de gaz à effet de serre, qui viennent du fait qu'on brûle des énergies fossiles qui sont le charbon, le gaz et le pétrole. Et pour arriver à stopper ça, il faut arriver à mettre sous contrôle ces émissions. Quelque chose aussi sur lequel qu'on n'a pas bien intégré dans nos schémas de pensée, ce sont les accords de Paris. On peut critiquer beaucoup les accords de Paris sur le fait qu'on n'arrive pas à engager l'action, etc. Mais les accords de Paris, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, où mondialement, il y a eu un consensus qui s'est établi sur le fait que dépasser 1,5 degré en termes de réchauffement global, ce n'était pas une bonne idée du tout. Consensus international là-dessus, de tous les pays. Alors les États-Unis sont repartis, sont revenus, mais globalement, le fait que dépasser 1,5 degré, c'est un problème, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus débattu. Donc consensus là-dessus et début de définition d'un budget carbone qui vient avec ce 1,5 degré, qui vient avec le 2 degrés et qui va se décliner de façon différente selon la société. Ce budget de carbone, ça veut dire quoi ? Les émissions de CO2 aujourd'hui dans le monde, je le fais vite, j'ai assez peu de temps pour rappeler tout ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, on a eu beau signer les accords de Paris, on a eu beau travailler le sujet depuis maintenant, depuis que je suis née, je pense qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, je suis née en 73. Les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles augmentent. Donc le problème climatique, il n'est pas du tout sous contrôle. Donc dans les trajectoires, on est aujourd'hui, si on continue comme on est parti, on va très largement dépasser les 2 degrés. De combien il peut y avoir pas mal de débats selon les scénarios, mais vu la rapidité qu'on est en train d'observer en ce moment, on a quand même pas mal d'indices qui montrent que ça va être plutôt plus et plus tôt que moins. Donc on a vraiment un sérieux problème. Ça veut dire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'était 5% par an à partir de 2018, c'est moins 7% à partir de 2021. Et plus on attend et plus finalement la pratique de la sobriété est mise tardivement en place dans le monde, et plus la ski slope, la piste de ski, comme on l'appelle souvent au shift, va devenir raide et quasiment infranchissable. L'autre chose qu'il faut savoir, parce que maintenant, ce soir, on est là pour parler du numérique, c'est que dans cette histoire, le secteur du numérique, qui est très souvent vanté comme étant un secteur qui va dématérialiser, qui va permettre, en gros, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, quand on regarde son empreinte à lui, elle est déjà très significative. Elle se situe entre 3,5 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, ce qui est, vous pouvez dire, c'est peut-être un petit pourcentage, mais être un pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre, enfin même 1%, c'est déjà beaucoup dans ce gâteau. Mais le gros problème, c'est que ce 3,5-4%, il est dans une dynamique de croissance de 6% par an. Donc on est dans une dynamique de croissance exponentielle. Croissance exponentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment du Covid, on a eu des dynamiques de contamination exponentielle. Quand on est dans des dynamiques exponentielles, quand on est ingénieur, qu'on regarde un peu la systémique des choses, les exponentielles, ça doit nous signaler des signaux d'alarme. C'est des choses auxquelles on doit faire très attention. Un système qui est dans une croissance exponentielle est un système qui, à un moment donné, va rencontrer un tipping point, il va rentrer en butée d'un certain nombre de contraintes physiques, et au moment où il rentre en butée de ces contraintes physiques, dans la mesure où il ne s'est pas préparé en fait, à les atteindre, il va rencontrer des grosses difficultés. Donc ce qui nous inquiète aujourd'hui beaucoup sur le numérique, c'est d'une part la part du numérique, qui est supérieure à celle de l'aviation aujourd'hui, mais c'est surtout sa dynamique de croissance qui, si elle n'est pas stoppée, va nous amener vers des émissions de gaz à effet de serre très significatives. Il y a une autre chose aussi que je voudrais évoquer, qui est souvent oubliée, c'est la part de la production versus de l'utilisation. Le schéma que vous voyez à l'écran, c'est un schéma qui représente les parts à l'échelle mondiale. Donc vous avez la production, c'est-à-dire la fabrication, et ça Philippe en reparlera un petit peu tout à l'heure, de l'extraction des minerais jusqu'au fait d'avoir un ordinateur sur votre bureau et ensuite le recyclage ou le traitement du déchet que deviendra cet ordinateur. La part de la production, historiquement,
dans les approches Green IT, elle a été beaucoup oubliée. On a beaucoup regardé l'électricité. Pourquoi? C'est assez simple, parce que l'électricité, c'est un centre de coût, et optimiser l'électricité, c'est bon pour le compte du résultat, puisqu'on réduit ses dépenses, et donc on a intérêt à diminuer l'électricité. La fabrication, c'est quelque chose qui s'est beaucoup optimisé, et du coup, les prix à la fabrication se sont plutôt réduits, ce qui a amené les entreprises à des rythmes de renouvellement du matériel qui sont très élevés. Donc la part de la fabrication est extrêmement importante, et quand on fait le bilan carbone du numérique, il faut absolument en tenir compte. L'autre chose que vous voyez dans ce graphe, c'est la part des terminaux versus des serveurs. Quand on est une direction des systèmes d'information, souvent, on se concentre beaucoup sur les serveurs et on considère que le poste de travail, le téléphone, etc., c'est des choses, c'est un peu des commodities, comme on dit en anglais, c'est des choses qu'on a tous et qui sont normales et qu'il est normal de renouveler. Et on ne se pose pas beaucoup de questions d'architecture sur ça. Quand on va travailler le bilan carbone du numérique, il va falloir se préoccuper beaucoup du poste du travail parce qu'il a une très grosse matérialité. Il est réparti sur l'ensemble des employés de l'entreprise. Donc là, c'est un extrait des slides de Jean-Marc Jancovici qui a tous ses cours aux mines qui sont disponibles sur Internet. Si vous avez envie de creuser le sujet, je vous recommande vivement de les écouter. Ça s'écoute très bien. Vous voyez bien, enfin là, ça représente un petit peu tous les éléments finalement qui rentrent dans la chaîne de production d'un composant numérique, des tracteurs qu'il faut pour faire l'extraction minière jusqu'au data center dont on a besoin. Je voudrais aussi revenir sur une petite chose. Vous allez, quand vous regardez la communication des grands acteurs du numérique, vous allez avoir une communication qui va vous dire il n'y a pas de problème, messieurs, dames, nous sommes en train de passer massivement sur des énergies renouvelables et donc l'impact environnemental du numérique que vous achetez chez nous, elle est très faible. Bon, les énergies renouvelables, quand on regarde le mix électrique mondial, c'est la petite part qui est tout en haut du schéma, c'est-à-dire que c'est très petit. Et ça n'est jamais venu, jusqu'à présent, sur une dynamique globale, remplacer les énergies fossiles. Aujourd'hui, l'électricité, en très grande majorité, il est produit avec des énergies fossiles, donc il émet des gaz à effet de serre. Donc toute politique qui vise à respecter les accords de Paris doit, 1, travailler à réduire sa consommation d'électricité, et 2, décarboner son électricité. Mais pas seulement décarboner l'électricité. Or, aujourd'hui, dans les stratégies qu'on voit, on est beaucoup sur la décarbonation de l'électricité, ce qui est quelque chose d'intéressant, mais qui n'est absolument pas suffisant pour arriver à décarboner le numérique. Voilà. Donc ça, je vous rappelle juste la consommation électrique globale du numérique, qui est tout à fait significative, quand on la compare, par exemple, à la consommation de la France. Je voudrais aussi revenir sur une chose. Vous allez me dire, voilà, Madame Lescope, elle est sympathique, elle s'inquiète pour l'environnement, etc. On a des signaux déjà systémiques extrêmement importants sur le fait qu'on est en train d'entrer aux limites. Donc que ce soit par rapport au Bitcoin ou que ce soit par rapport à la consommation d'électricité dans différents endroits du monde, en Irlande où il y a beaucoup de data centers, on a maintenant des signaux très clairs comme quoi on est en train d'arriver aux limites. Et je vais conclure sur ces éléments-là de systémique. Je vais revenir sur mes exponentielles. Quand on regarde le secteur du numérique dans son ensemble, on est dans des croissances exponentielles sur à peu près tous les indicateurs. Croissance du nombre d'objets numériques, croissance des volumes de données, croissance du nombre de cas d'usage, croissance du nombre d'utilisateurs, croissance de la consommation électrique, croissance de la pression minière. Bref, quand on regarde le numérique, on ne voit que des indicateurs qui sont en croissance exponentielle. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, notre rôle, nous, acteurs du numérique aujourd'hui, ça va être probablement d'arriver à déjà stabiliser ces exponentielles. Et je vais laisser la parole à M. Philippe Biwix pour la suite de cette présentation. Merci beaucoup Céline. J'ai compris que j'étais le maillon faible, c'est ça? Non, c'est parce que je ne suis pas diplômé d'une quelconque école d'ingénieur spécialisée sur ces questions-là. Donc moi, je me suis intéressé à ce sujet en venant par les ressources, en fait, par la question des ressources minières. Et donc, je vais essayer de vous passionner comme je le suis sur ce sujet. Donc effectivement, dans l'empreinte environnementale du numérique, il y a ce qui se voit le plus, la consommation d'électricité, alors qui est d'ailleurs qu'on voit mais qui est un peu difficile finalement à voir parce que c'est un millefeuille en fait, hein. C'est à la fois la box chez nous, les terminaux dans les bureaux ou chez soi,
Et puis les data centers, les réseaux d'accès radio, etc., les routeurs, les câbles transocéaniques, on déroule un peu tout ça. D'ailleurs, c'est difficile éventuellement d'attribuer tout au numérique, parce qu'on pourrait se dire, moi j'ai un chauffage qui est régulé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas, Frédéric. Ah, j'ai un peu plus de temps, ouais, génial. Comme je ne suis pas au slide 1, tu t'inquiétais déjà. Ok. Alors, un peu plus de temps, cool. Je suis très verbeux parfois. Donc, oui, qu'est-ce que j'ai? Oui, la box qui est chez moi, ou bien l'ordinateur que j'utilise au bureau, si je suis en hiver et que le chauffage est régulé, toute l'électricité va se transformer en chaleur fatale. Et donc, finalement, mon ordinateur, il va contribuer à chauffer ma maison. Et si j'étais en chauffage électrique à côté, bah, finalement, est-ce qu'il faut que je l'attribue au chauffage ou au numérique, quoi? Et à l'inverse, si je suis dans une voiture de TGV en plein mois de juillet ou en ce moment, avec 45 personnes qui sont tous en train de regarder Netflix avec le Wi-Fi et l'ordinateur qui chauffe et qu'il faut que je climatise la voiture TGV, bah, en fait, j'ai double peine. Il faut non seulement la chaleur fatale va être perdue et il faut que je l'attribue au numérique, toute l'électricité, j'attribue au numérique, et en plus, je dois climatiser comme je climatise les data centers quelque part. Donc en fait, l'empreinte environnementale numérique, même pour l'électricité, elle est très complexe. Mais il y en a une autre qui est un peu plus cachée, c'est effectivement l'empreinte environnementale de la question des ressources, donc de la fabrication. Alors c'est très difficile, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a pas des analyses de cycle de vie pour l'ensemble de tous les composants miniaturisés, très complexes qui rentrent dans un ordinateur, dans un serveur de data center ou dans un téléphone. Mais il y a une réalité qu'on va essayer d'approcher ensemble très rapidement. Alors je commence avec un truc pas sympa, qui est donc la table de Mendeleïev. Mon fils m'a dit que c'était encore au programme de seconde. Pour l'instant, mais même en fait, je crois que ça va rester au programme de lycée, rassurons-nous. Donc voilà, qui est en fait une manière très pratique de classer cette soixantaine de métaux différents et même de composants. Il n'y a pas forcément que des métaux, mais qui vont rentrer dans la fabrication de tous ces petits joujoux numériques sympathiques. Alors on va trouver quoi? Typiquement, assez classiquement, du cuivre, de l'argent, donc la partie en rouge là pour tout ce qui est conducteur, contacteur, interrupteur, voilà, ça conduit bien l'électricité. Le cuivre, l'argent aussi, ça conduit très bien l'électricité, mais c'est un peu plus cher que le cuivre, donc on le met que là où il faut vraiment que ça conduise très très bien les électrons. On va trouver du lithium, du cobalt dans les batteries. Pour le coup, dans les batteries du numérique, du petit numérique, le cobalt est assez indispensable. Dans les voitures, on arrive un peu à s'en passer, on commence à essayer de s'en passer. Mais pour des questions de cycle, de nombre de charges, décharges, de durée de chargement, etc., on aime bien le cobalt dans les batteries du petit numérique. On va trouver de l'étain dans la soudure. Si vous n'avez plus d'étain, vous ne pouvez pas faire de soudure électronique, de brasure électronique, en fait, comme la soudure du plombier. Des petits points gris. On va trouver des terres rares. Alors là, je ne les ai pas mis en couleur, mais c'est dommage. Ça sert à faire des couleurs. Là, donc les terres rares qui ne sont pas rares, enfin qui ne sont pas des... pas confondre avec la logique de métaux rares, donc, qui vont servir à faire des luminophores, donc en fait, qui vont nous envoyer les couleurs bleues, vertes, rouges, etc. Donc du terbium, de l'yttrium, du gadolinium. Bon, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. On trouve du tantal dans les microcondensateurs, voilà, beaucoup de trucs dans l'optoélectronique. L'indium, par exemple, l'oxyde d'indium éteint, c'est le seul produit transparent et conducteur qu'on a trouvé. Donc quand vous avez un écran tactile, il y a de l'étain et de l'indium dedans, parce que ça permet de détecter que votre doigt va effectivement toucher et faire contact, etc., etc. On trouve du palladium dans les condensateurs, dans les connecteurs. C'est assez rigolo, parce que le palladium, le grand producteur de palladium, le plus grand conducteur, c'est la Russie. Donc on verra si ça va donner quelque chose dans les chaînes de valeur. Je ne sais pas s'il y a des sanctions sur le trafic le commerce de palladium. On verra. C'est dans les mines de platine, de nickel qu'on trouve ça. Donc voilà, donc c'est tout un terrain de jeu en fait, avec voilà, dans un simple smartphone, une quarantaine de métaux différents. Alors des fois c'est en quelques grammes, quelques centaines de milligrammes, quelques milligrammes parfois, peut-être même moins. Et donc dans un objet qui va être très complexe, et on va aller mobiliser toutes ces ressources qui viennent de plein de pays différents pour les mettre dans un objet qui va souvent durer pas très longtemps. Je vais y revenir. Alors la fabrication, ça va consommer de l'énergie, et puis ça va aussi pas forcément être très très propre. Alors là, je vous ai pris juste un exemple parce que je peux pas vous faire d'ailleurs je serais totalement incompétent la fabrication de tous les objets différents. J'ai juste pris l'exemple du silicium métal en fait, de ce qui sert à faire les microprocesseurs, qui est l'objet un peu emblématique dans lequel il y a de l'or aussi. 10% de l'or va dans les microprocesseurs dans le monde. Donc emblématique, c'est le transistor, c'est l'objet manufacturé en plus grand nombre sur Terre. Alors j'ai des chiffres qu'il y a de quelques années, et puis la croissance exponentielle a dû parler depuis, mais il
il y a 4-5 ans, on en produisait 8000 milliards par seconde, hein, donc de transistors. Alors je triche un peu, parce qu'évidemment, on les grave en fait sur des microprocesseurs. Hein. Donc chaque année, c'est pas très difficile, hein, vous avez plusieurs millions de transistors dans les puces standards, hein, donc fois quelques milliards d'objets électroniques, c'est pas très difficile d'atteindre ça. Donc c'est l'objet le plus manufacturé sur Terre, et ça va le rester longtemps. Il paraît qu'il y en a autant que des grains de riz ou des grains de blé, il faudra vérifier. Donc ça fait à peu près, c'est de l'ordre de un peu plus de 10 puissance 21 par an. Hein, donc 10 puissance 21, ça fait, je sais pas, 1000 milliards, 2 milliards, un truc comme ça. C'est à peu près 10 fois moins que le nombre d'étoiles dans la galaxie. Voilà, c'est ce qu'on fabrique comme transistor chaque année. Donc j'ai pris cet objet emblématique. Alors comment on fait un transistor? Eh bien, en fait, il faut d'abord du silicium métal. Alors, on va récupérer du SiO2. En fait, ça s'appelle du quartz. On ne va pas le ramasser sur la plage, mais il y en a beaucoup. On va aller dans des endroits qui sont quand même plus sympathiques avec du quartz bien pur. Et puis on va réduire ce quartz, c'est-à-dire enlever le O2. Et pour ça, il faut accrocher, en fait, c'est assez standard. On fait ça aussi avec le fer, avec plein de trucs, avec l'aluminium. On va enlever le C, là, le carbone, et on va en faire un CO, plutôt un CO2 d'ailleurs à terme. Et pour faire ça, on va le mélanger avec plein de trucs, donc des copeaux de bois, du coke de pétrole, c'est-à-dire des résidus de raffinage, du charbon, des trucs. On va mettre tout ça à 1700 degrés et on va faire du silicium métal, une espèce de gros cylindre comme ça, qu'ensuite il va falloir raffiner un petit peu. Alors c'est 99,99999% quand on veut faire du silicium de qualité solaire, donc ce qui va dans les panneaux solaires. Et quand on va aller sur du silicium électronique, c'est 99,9999999. Et donc, pour ça, il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup de produits chimiques, et puis on va déposer, on va doper, on va graver, on va rajouter des petits trucs, de l'hafnium, du gallium, du germanium, des choses comme ça pour venir graver les transistors. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on voit ici là en bas à gauche, ce qu'on appelle des wafers, enfin des cakes en fait, et qu'on va découper en tranches. Voilà, donc tout ça, ça réclame ça va faire des résidus, des eaux usées, etc. Il y a plein de trucs un peu bizarres là-dedans. C'est vraiment on imagine une espèce d'industrie qui est avec des techniciens en blouse blanche très très propres et tout. C'est vrai que ce sont des salles blanches et des choses très propres, mais en fait c'est très très sale en fait. En vrai, c'est très accroché sur ce que Lewis Mumford appelait le capitalisme carbonifère. Hein. Donc c'est accroché à toute la chimie, c'est accroché à toute la métallurgie. Il y a besoin de ça pour fabriquer ces beaux objets très 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 propres. Alors du coup, si on remonte vraiment en amont, au départ ce sont des mines, hein, donc l'extraction minière et la production métallurgique, c'est à peu près ce qu'il y a de plus sale en fait, hein, dans le monde. Hein. Il n'y a pas tellement moyen de faire autrement, malheureusement. Alors ça peut être plus ou moins impactant selon que la mine est à ciel ouvert, qu'elle est souterraine, on va plus ou moins perturber le cycle de l'eau. Mais voilà, globalement, il faut décaper, il faut ouvrir des routes, il faut ouvrir des ports, il faut avoir des trucs d'accès avec des gros camions qui font 390 tonnes de charge utile. Donc c'est des grosses bébêtes qui ne fonctionnent pas à l'électrique, hein, elle fonctionne au gasoil. Et puis on va faire des explosions, on va broyer le minerai, on va ensuite laisser des déchets miniers. Il faut comprendre que en fait, dans une mine de cuivre, typiquement, il va falloir pour extraire une tonne de cuivre, vous allez fabriquer à peu près 200 tonnes de déchets miniers. Il y a plus de déchets miniers dans le monde que de déchets ménagers. On parle de 6 à 7 milliards de tonnes de déchets miniers pour à peu près 4 milliards de tonnes de déchets ménagers. Alors, ils ne sont pas au même endroit, ça ne crée pas forcément les mêmes problématiques, mais ça peut provoquer un certain nombre de sujets comme le drainage minier acide. En fait, souvent, les minerais sont des sulfures, et donc il reste du soufre qui est ensuite léché par l'eau de pluie, va faire de l'acide sulfurique qui va venir lécher les métaux dont on n'a pas besoin, qui sont restés dans les minerais et qui sont souvent des métaux dangereux, de l'arsenic, plein de choses comme ça. Donc voilà, c'est très, 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 très impactant. Il y a aussi l'impact social, évidemment. Alors, vous connaissez un peu sans doute cette question de la malédiction des matières premières. Est-ce que finalement, les pays qui permettent où on extrait un certain nombre de ces produits, est-ce que finalement, ils tirent parti et bénéficient de cette extraction, ou bien est-ce qu'au contraire, finalement, il y a une malédiction à travers des questions de corruption ou autres, la question des normes environnementales et sociales, bien sûr. Peut-être vous vous souvenez ça revient assez périodiquement, d'ailleurs, par exemple, sur la question de l'exploitation du cobalt dans l'est du Congo, hein, dans l'Afrique des Grands Lacs. C'est d'ailleurs en fait ce qui a mené au projet Fairphone. Hein, donc vous avez la photo ici. Donc Fairphone, c'est né d'abord de la question de comment on évite ces 4 minerais de conflit, hein, qui étaient l'or, l'étain, donc le tantal, le coltan, collambo-tantalite, c'est le minerai de tantal, et puis le tungstène qui sert dans les vibreurs des téléphones. Voilà, vous savez tout maintenant. Et donc voilà, leur idée c'était de commencer par essayer de tracer ça, et puis ensuite, une fois qu'ils ont
on traçait ça, ils se sont dit, mais en fait non, notre problème c'est qu'on devrait en utiliser le moins possible. Et donc ils sont rentrés dans un monde différent, qui était le monde de dire, il faut faire durer l'appareil, plutôt que se poser la question de ce qu'on met dedans et si c'est la bonne filière. J'y reviendrai un peu tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant. Nous, chez AREP, on est passé avec des Fairphone, ça marche très bien, dans un monde très corporate, un univers qui est l'univers d'une filiale de la SNCF, donc assez contraint, et ça marche très bien. Alors, du coup, on pourrait dire, en fait, ouais, mais on s'en fout un peu tout ça, parce qu'en fait, on extrait, puis après, en fait, on va recycler, hein, c'est quand même la logique d'économie circulaire. Il y a des progrès assez phénoménaux dans les questions du recyclage. Il faut comprendre qu'en fait, les produits vont être un peu mélangés, hein, mais en fait, de toute façon, même dans les mines, ils sont mélangés. Toutes les mines sont polymétalliques, en fait. Et donc, on extrait, en fait, on a appris à extraire un peu les différentes ressources. Et tous ces petits métaux un peu bizarres dont je vous parlais tout à l'heure, souvent, ce sont des éléments traces, des impuretés qu'on récupérait même pas, en fait, dans les années 70-80. On s'est mis à les récupérer un peu sur le tard quand on leur a trouvé un usage optoélectronique, etc. Et donc, à ce moment-là, voilà, avec la physique quantique qui nous a aidé un peu, on s'est dit, tiens, on va pouvoir utiliser ces trucs-là pour faire des écrans et autre chose. Voilà, donc en fait, on peut recycler et il y a des progrès techniques et technologiques sur le recyclage. Simplement, pour faire ça, d'abord, il faut capter la ressource. C'est loin d'être évident qu'aujourd'hui, il y a 30 à 60% à l'échelle mondiale, on ne sait pas trop, et la variable de la fourchette, qui sont en fait exportés illégalement. Illégalement parce que c'est la Convention de Bâle qui interdit normalement l'exportation de déchets dangereux. Alors, il y en a qui n'ont pas signé, comme les États-Unis. Mais ceux qui ont signé, il y a des manières de passer ça, qui fait qu'en fait, on dit qu'on exporte du matériel d'occasion, puis quand il arrive, zut, il ne marche pas bien, tiens, tant pis, on va faire un déchet. Voilà. C'est une manière un petit peu de circonvenir la Convention de Bâle, et donc ça finit souvent en Afrique de l'Ouest, en Nigeria, Ghana, au Pakistan, en Chine, en Inde, un peu maintenant aussi, et donc où il y a ce qu'on appelle le recyclage informel, à base de briquets, et puis d'une métallurgie assez sommaire qui permet essentiellement de récupérer l'or des microprocesseurs souvent, mais éventuellement un petit peu plus du cuivre et quelques autres trucs. Voilà. Et quand on a de la chance, en fait, les déchets vont arriver dans des meilleures usines. Il y en a une poignée dans le monde pour l'instant. Il y en a une à Anvers, il y en a une en Suède, il y en a une en Allemagne, et qui vont être capables de récupérer vraiment plus de ressources. Mais simplement, c'est quand même un peu difficile, parce que la manière dont on va recycler, grosso modo, pour faire simple, je prends un ordinateur ou un téléphone, j'enlève la batterie, j'enlève l'écran et je broie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois qu'on a broyé, ensuite, par flottation, on va récupérer un peu les plastiques, etc. Et puis là, on va se lancer dans une pyrométallurgie très complexe, ou une hydrométallurgie avec des solvants, des acides, etc. Et donc, on va récupérer une partie des métaux, mais pas tout. Et puis, on a créé en fait des incompatibilités métallurgiques. Donc, c'est-à-dire que du coup, je peux extraire 5 ou 6 trucs différents d'un minerai qui arrive du Chili ou d'Australie, mais par contre, récupérer 40 trucs différents, ça devient compliqué. Et puis, il y a des choses qui ne marchent pas. Techniquement, le tantal, par exemple, s'oxyde très vite, donc on ne peut pas le récupérer. On a beaucoup de mal à le récupérer. Le lithium, c'est plutôt un problème économique. Aujourd'hui, le lithium n'est jamais recyclé. Enfin, donc, quand on recycle des batteries lithium, c'est le cobalt qui est recyclé. Ça vaut le coup économiquement. Le lithium, lui, ne l'est pas. Alors, on va rentrer maintenant avec les voitures électriques dans des obligations réglementaires. Donc, on va rentrer dans un autre monde. Peut-être des filières vont s'installer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, le rendement, évidemment, il est jamais égal à 100%. Et donc, le résultat de tout ça, c'est à nouveau notre petite table de Mendeleïev. Là. Alors, oubliez les trucs, les uranides, la 115, là. Mais c'est la même que tout à l'heure. Et si vous voyez, la partie rouge, en fait, c'est ce qui est recyclé à l'échelle mondiale à moins de 1%. Les scientifiques aiment bien dire des choses vraies, qui sont incontestables. Et donc, pour être sûr de ne pas se tromper, ils disent moins 1%, mais les vrais gens, ils disent 0, en fait. C'est ça, ça veut dire la même chose. Donc, ce n'est pas recyclé, en fait. Donc, vous voyez, toutes les terres rares ne sont pas recyclées. Beaucoup de métaux emblématiques des nouvelles technologies, comme le gallium, le germanium, l'indium, là, vous voyez, ne sont pas recyclés. Le tantal, on en parlait tout à l'heure. Voilà, tout ça, c'est pas recyclé. C'est pas recyclé parce qu'il y a une diversité d'usages, que ça part dans plein de filières différentes, que ça part avec des usages quasiment dispersifs, vous voyez, quelques milligrammes par-ci, par-là dans un écran. Et en fait, à la fin, on ne sait pas quoi faire de tout ce bazar. Donc, c'est beaucoup plus difficile que recycler le plomb, par exemple. Le plomb, c'est dans les batteries de voitures. C'est quasiment plus que dans les batteries de voitures. On ne l'utilise plus dans les peintures, tout ça. Donc, je récupère les batteries de voitures. On ne les jette plus sur les bords des routes maintenant. Enfin, en tout cas, en Europe ou dans beaucoup de pays. Et donc, c'est recyclé à 99%. Super, pas de problème. Et là, vous voyez, on est sur des trucs qui sont plus complexes. Donc, on est vraiment dans un monde qui est un monde du jetable, quoi. Voilà, alors du coup, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je suis hyper en avance en fait, donc on aura plein de temps pour les questions, ça va être le top de top. Et donc voilà, maintenant je trace quelques pistes, mais peut-être juste pour ouvrir
ça pourrait être quoi un numérique plus sobre. D'abord, la question des équipements. On dit tout à l'heure, les équipements, ils embarquent beaucoup d'énergie grise à la fabrication, ils embarquent beaucoup de ressources, ils vont être gâchés assez rapidement. C'est d'abord de se dire, est-ce qu'on n'en fabrique pas trop? Est-ce qu'on n'a pas tous trop de terminaux finalement? Il y a eu un peu cette légende aussi de dire, c'est super, maintenant on a un téléphone qui fait tout, il fait appareil photo, il fait machin, il fait truc. Donc on va plus avoir qu'un seul objet, là où avant on avait un réveil matin. Voilà. Cette espèce d'idée de dématérialisation aussi d'une certaine manière, ou d'optimisation de la consommation avec un espèce d'outil canif qui ferait tout. Puis en fait, non, on voit bien que ça ne marche pas du tout comme ça et qu'à côté de l'outil canif qui fait soi-disant tout, on continue à avoir le super appareil photo professionnel et puis on a le réfrigérateur qui commence à faire ses courses tout seul et puis plein d'autres choses. Et que l'électronique, en fait, elle se répand un petit peu partout dans tous les objets du quotidien, à travers la domotique, à travers les wearables, les machins qu'on porte, etc., qui vont vérifier qu'on est en bonne santé et tout ça. Ensuite, il y a la question de la fonctionnalité des performances. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a dans la poche quand même des objets qui sont supérieurs aux capacités de calcul de la NASA, qui a quand même été sur la Lune dans les années 70. On a des trucs qui sont quand même très, très efficaces, et sont trop efficaces, et avec des performances, des fonctionnalités qui sont hallucinantes, où effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, de plusieurs appareils photo à l'intérieur, de plusieurs microprocesseurs, de plusieurs micros pour effacer le bruit d'ambiance. Il y a si vous faites la liste des équipements d'un smartphone aujourd'hui, vous avez un gyroscope à 3 axes pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, vous avez une station météorologique complète, hygromètre, thermomètre, etc. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir tout ça dans notre poche? Alors ensuite, évidemment, la question de la durée de vie, je vous parlais du Fairphone tout à l'heure. Voilà, donc le meilleur téléphone, c'est celui qu'on n'achète pas, c'est celui qu'on a déjà, en fait, quel qu'il soit. Et donc, comment est-ce qu'on peut améliorer sa durée de vie, sa réparabilité, sa modularité, la compatibilité évidemment, entre générations, et puis aller aussi vers des systèmes d'exploitation plus lean. Aujourd'hui, si vous prenez Fairphone, leur problème numéro 1, en fait, c'est lutter contre l'obsolescence systémique entre le logiciel et le hardware, en fait. C'est-à-dire que le hardware, il est capable de tenir, mais par contre, les apps qu'il faut charger, etc., et les puces des uns et des autres, fait que, on développe aujourd'hui des choses qui ne sont pas prévues pour la génération de puces précédentes, et donc ils sont obligés d'essayer de composer avec ça. C'est très, très complexe. Alors après, il y a la question des infrastructures. Donc dans l'infrastructure, on pourrait dire il y a les data centers et puis les réseaux. Alors moi, je vais commencer par le deuxième bullet point, là, qui est la question des mutualisations des réseaux radio. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, si on empilait l'ensemble des leviers, on pourrait conserver le numérique avec un impact environnemental divisé par 100. Et quand je dis 100, je suis vraiment confort, en fait. Je prends des marges de manœuvre de partout. Alors, après, on ne va pas le faire. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais je vais vous prendre un exemple sur les réseaux d'accès radio. Pourquoi est-ce qu'on a 4 opérateurs télécoms qui crachent avec des antennes pour être capables de nous recevoir? Moi, chez moi, j'ai qu'un seul fil électrique qui arrive pour m'amener l'électricité. J'ai qu'un seul tuyau d'eau qui arrive. J'ai qu'un seul tuyau de gaz. Mais par contre, on dit qu'il faut 4 réseaux télécoms qui ont chacun leur réseau d'antennes et leur machin et qui pulsent pour m'envoyer le signal. Ça, c'est un gâchis hallucinant, à la fois d'équipement et de ressources. Voilà, c'est un exemple. Donc on pourrait mutualiser, et puis on organiserait la concurrence différemment. La concurrence dans le gaz, dans l'eau, elle est faite d'une autre manière que la concurrence dans les télécoms. On pourrait avoir un unique réseau d'accès avec des gens qui montent dessus de manière indifférenciée. On peut imaginer de plus décentraliser, de plus localiser. Alors ça, c'est toute la question du edge. Je sais que ça permet de réduire le temps de latence et ça se rapproche des consommateurs. Il y a des choses là-dessus qui permettraient peut-être de récupérer une partie de la chaleur fatale, une partie du temps. Il y a quelques expérimentations là-dessus, c'est pas facile. Il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui, la dictature du temps réel, la dictature de la vitesse à laquelle on doit accéder à tel ou tel site, en fait, elle crée du trafic, en fait, en tant que tel. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des trucs qui se doublonnent dans différents data centers, aux États-Unis, etc. Votre boîte mail, en fait, elle est triplée ou quadruplée à l'échelle mondiale, parce que comme ça, on est sûr que vous avez un temps de latence qui ne sera pas plus grand en Australie qu'aux États-Unis, ce qui est quand même pas très utile en ce moment, en tout cas. Voilà, donc c'est ce monde-là dans lequel on est. La question de la mobilité, qu'est-ce qu'on doit télécharger en situation de mobilité et qu'est-ce qu'on doit télécharger en situation câblée? Donc il n'y a pas si longtemps que ça, on se câblait au bureau quelque part ou à la maison, et puis en situation de mobilité, ça allait pas très vite, on téléchargeait pas grand-chose. Aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec potentiellement des réseaux qui permettent de faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée à 300 km/h dans un TGV. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très utile? Voilà, la question peut se poser. Et puis la question des données elles-mêmes, la quantité de données. Donc
Il y a la question de l'éco-conception des logiciels, l'éco-conception des pages web, la question du type de support, la question des formats des vidéos. Je veux dire, voilà, vous pouvez podcaster et pas ramasser tout en HD. Aujourd'hui, on est passé à des formats de vidéo qui, à moins de le projeter sur un écran grand comme ça, en nombre de pixels par centimètre carré, en nombre de couleurs, en nombre d'images par seconde, dépasse l'entendement du cerveau et de l'œil humain. D'accord ? Donc ça ne sert à rien, en fait, la vidéo en 8K, vous ne pouvez pas détecter la différence sur un écran de taille normale. Voilà. Et puis les questions aussi de modèle économique du web, puisque à chaque fois que vous visitez un site gratuit, il va déclencher 40 ou 50 sites à gauche et à droite pour vous envoyer une publicité furieusement géolocalisée et personnalisée. Donc ça pose aussi des questions, ça génère aussi du trafic. Voilà quelques pistes. Alors je sais qu'elles ne sont pas toutes mobilisables au niveau de l'entreprise, bien sûr, hein. Il y en a qui sont systémiques, il y en a qui sont peut-être réglementaires, il y en a qui demanderaient une évolution de la puissance publique pour s'inscrire dans une stratégie nationale bas carbone digne de ce nom. Voilà, il y a des choses qui en plus sont peut-être à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que si on veut faire une taxe sur les data centers en disant ah là c'est affreusement polluant, peut-être que le lendemain ils vont partir à l'autre bout du monde avec des pays qui seront plus où l'électricité sera encore plus carbonée, donc c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, typiquement la question des réseaux d'accès, la question d'un certain nombre d'aspects normatifs pourrait être tout à fait mobilisée, quoi. Voilà, je vous propose de passer la parole à des gens encore plus ancrés dans le réel, plus ancrés dans le réel peut-être. Merci beaucoup. Ah oui. Non, j'ai raté un truc. Ah. Oui, alors, et dernier truc, c'est de faire preuve de techno-discernement ou de discernement technologique, c'est-à-dire d'utiliser ces précieuses ressources qu'on va gâcher quoi qu'il arrive. On va gâcher des ressources quoi qu'il arrive. Quand vous avez un truc dans la poche, c'est fini, c'est sorti pour toujours et ça ne sera jamais récupéré. Ça ne sera jamais utilisable par le dentiste des années 2200. Ça sera perdu parce qu'on ne pourra pas techniquement le récupérer. Ça pose la question de à quoi on utilise ces précieuses ressources, quoi. Donc vive la radio numérique chez le dentiste, mais là peut-être que le métavers, il faut se poser des questions, quoi. Voilà. Donc c'est un cas réel, hein, la petite vache là, c'est en train d'être expérimenté. Voilà. Alors non, c'est une blague parce que celui de droite c'est une blague, c'est un poulet, c'est un professeur de design de l'Iowa. L'Iowa c'est un grand pays du poulet, hein, c'est la Corn Belt. Donc c'est des poulets qui ont l'impression d'être dans le Gers tout en étant en batterie et du coup ils sont moins stressés, la viande est plus tendre. Mais ça n'a pas été produit, ça n'a pas été réalisé en fait sur les poulets. Par contre, c'est expérimenté aujourd'hui sur les vaches. Et puis il y a un monsieur qui s'appelle Zuckerberg qui s'apprête à l'expérimenter à coups de milliers d'ingénieurs sur les êtres humains. Voilà, merci. Bonsoir. On vient à deux, c'est vraiment que notre problème est grand. Alors, on vous parle de CGI, qui est notre entreprise, simplement pour vous situer notre problématique, justement, par rapport à ce sujet-là. Si on parle de taille, c'est pour parler de force de frappe et quelque part d'influence sur ce que l'on produit, et que ce soit dans nos usines, comment sont nos usines, mais aussi les produits qui sortent de nos usines et de l'impact que ça peut avoir sur ce sujet du numérique responsable, de la sobriété. Et finalement, pour vous dire que bien qu'on ait un certain nombre de démarches depuis des dizaines d'années sur des certifications, finalement, ce n'est pas forcément suffisant pour s'assurer de prendre bien en compte, de bien réfléchir à ce que devraient être nos responsabilités. Et je pense que c'est la partie la plus importante de notre problématique. C'est quelles sont nos responsabilités. Alors ça a commencé par changer les ampoules pour mettre des halogènes, hein, comme tout le monde. Ça a commencé aussi par faire du tri, et surtout de maintenir ce tri. Les ampoules, encore, c'est plus simple, c'est dédié à certains acteurs dans l'entreprise. Le tri, c'est l'ensemble des acteurs. Et finalement, on en revient par rapport à notre production, qui est quand même ce pourquoi nous vivons, ce pourquoi les clients nous font confiance, à la même problématique que cette histoire de tri, puisque c'est quelque chose que l'on doit faire à long terme, rééduquer, éduquer, que ce soit en interne et pour cette problématique aussi vis-à-vis des clients. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà pourquoi finalement, quand on nous a invités à participer à cette grande table ronde,
on est parti tout de suite pour accompagner cette initiative parce que c'est notre problème de tous les jours que de déterminer nos responsabilités en tant qu'entreprise de consulting et de services numériques en la construisant avec des priorités tout en éduquant notre marché sur des sujets qui ne sont pas décoffrés, pour lesquels on se doit de se tourner vers les chaires de recherche des universités, des écoles, de se faire notre auto-éducation et surtout d'avancer, pas de rester freeze, je dirais, avec l'ampleur du sujet. Notre chance, c'est d'avoir une entreprise qui a compris sa responsabilité, au moins de réflexion sur sa responsabilité, et qui a positionné dans ses axes stratégiques d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6, mais parmi ces 6, il y a cette responsabilité sur la réflexion sociale, environnementale, sociétale que doit avoir l'entreprise. Et ce n'était pas non plus gagné d'avance par le fait que ces initiatives sont venues de la part des parties européennes de cette entreprise, et on a dû prêcher à un niveau nord-américain pour arriver à ce que ça devienne une valeur de l'entreprise, une fois que cette valeur était instituée, que ça fasse partie de notre référentiel de manière d'être, de manière de se conduire, de construire, de dialoguer avec le client. Donc en fait, de notre valeur de tous les jours, une de nos valeurs de tous les jours. Une fois que ça a été fait, il y a 3-4 ans, quand bien même le certificat 14001, on était une des premières ESN françaises à l'avoir pour l'ensemble de ces sites, comme quoi il y a un décalage, ça a permis de construire ensemble, pour l'ensemble des sites CJ à travers le monde, une vision commune sur quels seraient les piliers à mettre en œuvre pour s'assurer, peut-être pas de mettre tout en œuvre du premier coup à T0, mais au moins de s'assurer que la largeur de ce que devrait être cette responsabilité est vraiment prise en compte par l'ensemble des facettes sur lesquelles on va s'efforcer de travailler et de mettre en œuvre notre amélioration continue pour s'assurer de jour après jour, année après année, aller dans la bonne direction, en se nourrissant, bien sûr, en continuant à se nourrir avec ce que nos parties prenantes internes ou externes nous apportaient pour se consolider. Et ce, donc, décliné sur 3 parties, une partie climat, une autre partie talent, et là on va parler plutôt d'inclusion, de diversité, d'équité aussi, et une partie communauté où on va rentrer de façon assez large, pas simplement dans la problématique ou plutôt l'axe de travailler avec nos compétences en pro bono, ce serait presque trop simple, mais peut-être aussi d'être un marqueur, un acteur qui marque l'ouverture ou le changement de paradigme pour que ce travail avec les communautés s'inscrive main dans la main avec ce qu'historiquement on appelle nos clients. Clients pour qui on fournit des prestations ou des services et des produits qui se doivent de les aider eux-mêmes à atteindre leurs objectifs dans ces sujets-là. Et là, il y a une part importante de notre responsabilité et quelque part de notre prêche dans ce changement de paradigme, de la relation client-fournisseur dans laquelle nous sommes habitués d'être depuis des décennies et des décennies en tant qu'entreprise d'ingénieurs répondant à des appels d'offres et voulant gagner des marchés, et si on y réfléchissait ensemble. Et si on y réfléchissait ensemble, finalement, nous amène à et si nous trouvions des axes, des bras de levier de se renforcer au niveau de nos actions en équipe commune vis-à-vis de nos communautés. Alors on est loin de si tous les gars du monde, on est simplement proche de parler de ce genre de sujet, échanger sur nos problématiques et nourrir une réflexion dans ce que j'appelais tout à l'heure un monde en décoffrage, c'est-à-dire où on n'a pas la science infuse, mais quelque part où des réflexions communes sur les mêmes genres de problématiques nous amènent peut-être, en tant qu'entreprise, à réellement implémenter dans le dur ces 3 axes sur lesquels nous devons d'agir dans nos responsabilités d'entreprise. Je vais laisser Jérôme travailler plus en détail sur ce que ça veut dire au niveau du numérique responsable et de la transition vers plus de numérique svelte.
Oula, pardon. Voilà, donc comme Fabrice est plus grand que moi, voilà, donc comme Fabrice l'a dit, aujourd'hui les politiques environnementales des acteurs du numérique ont évolué. Alors on a beaucoup entendu parler de neutralité carbone annoncée avant même les accords de Paris, etc. Voilà, donc là j'ai envie de dire que c'est un peu la partie la plus simple, entre guillemets. Donc travailler sur l'énergie de nos bâtiments, etc. Et aujourd'hui, on a clairement une évolution avec le traitement de tous les scopes des émissions de CO2, même si aujourd'hui la réglementation n'est pas encore suffisamment forte sur ces sujets-là. On se doit aujourd'hui de traiter l'ensemble des émissions de CO2. Donc que ce soit déjà au point de vue de l'usine, comme l'a dit Fabrice, donc l'organisation verte, entre guillemets, de vraiment travailler vraiment sur comment, dans quel environnement les produits et services vont être développés. Le deuxième point, ce qu'on a appelé, nous, le numérique responsable, ça va être de travailler vraiment sur la réduction de l'impact des produits et services que l'on va déployer chez nos clients et nos partenaires. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, on parle bien évidemment de la consommation d'énergie, mais ça va être également comment limiter la consommation de ressources IT. On parle d'obsolescence, d'avoir des fonctionnalités, des produits avec des fonctionnalités qui vont vraiment répondre à un besoin et de ne pas s'assurer qu'on va déployer des solutions pour des demandes clients qui ne répondraient pas à un réel besoin métier. Et le troisième aspect, ça va être comment le numérique va pouvoir aider la réduction des impacts liés à un impact métier. Et là, on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, on le voit, l'impact du numérique est grandissant. On se doit de réfléchir à comment déployer cette solution et s'assurer qu'en fait, la solution qu'on va déployer aura un réel impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, on se doit d'avoir une vision sur l'ensemble du cycle de vie et de pouvoir comparer une solution numérique qui a pour vocation de réduire les impacts d'un métier par rapport à l'impact précédent. Et aujourd'hui, on commence à avoir des outils qui nous permettent de dire, ben voilà, si demain on va utiliser plutôt de l'imagerie satellite à la place d'envoyer des hélicoptères pour vérifier l'état de reforestation proche des câbles électriques, il faut s'assurer que l'impact de cette solution numérique soit inférieur à l'usage des hélicoptères. Alors ça paraît évident aujourd'hui de se dire, ben voilà, on va utiliser des images satellites, on va faire tourner un peu d'intelligence artificielle, on ne va plus envoyer d'hélicoptères. Mais aujourd'hui, il faut encore le prouver, le calculer. Voilà, donc cet exemple est assez évident. Mais la question peut se poser sur la gestion d'une flotte de mobilité, sur la gestion de l'énergie au niveau d'un bâtiment. On parle beaucoup de la domotique. Voilà, aujourd'hui, quel est l'impact de la domotique par rapport aux gains obtenus au niveau d'un bâtiment? Donc c'est pour ça, en fait, et c'est vraiment cette vision holistique de tous ces impacts. C'est dans quel environnement le produit IT a été développé, comment le produit IT a-t-il été développé et à quelle vocation va pouvoir-t-il répondre d'un point de vue impact environnemental. Par rapport, par rapport à ces deux points, alors déjà, juste pour revenir au niveau de l'impact d'une entreprise, les achats, aujourd'hui, dans notre secteur, c'est le facteur d'émission le plus important. Donc, on se doit de mettre en place, par exemple, la démarche des 5 R que je vous ai listée, où on doit vraiment apprendre à réduire nos impacts et réfléchir à comment on peut augmenter la durée de vie de notre matériel. Est-ce qu'on refait les locaux de tel bâtiment, on se doit de changer toutes les télés parce que la télé ne correspond pas à la nouvelle couleur? Voilà. Est-ce qu'on doit aujourd'hui continuer à travailler sur des écrans ou est-ce qu'on doit travailler peut-être avec des rétroprojecteurs qui ont un impact plus faible qu'une dalle de télévision? Voilà, donc cette notion de 5 R est importante et on peut le voir, le mot recycler étant dernier, car on le sait, recycler des équipements informatiques, c'est très compliqué, voire quasiment impossible. Et par rapport aux solutions, donc vous avez la démarche des 3 U, développer des solutions utiles, utilisables, utilisées. Utiles, est-ce que le besoin a clairement été, a bien été défini par nos clients? Est-ce que ça répond vraiment à l'enjeu métier de nos parties prenantes?
Utilisable, est-ce que ça va être vraiment accessible? Est-ce que les personnes vont être formées? Est-ce que l'outil sera réellement utilisable? Et utilisé d'un point de vue quantitatif comme qualitatif, il faut mesurer dans le temps et s'assurer que la solution qu'on a déployée soit pérenne et soit utilisée. Et si elle n'est plus utilisée, ben, il faut la décommissionner. Voilà, donc une première vision assez large. Pour faire cela, aujourd'hui, vous avez en France, on a la chance, et également en Europe, mais surtout en France, d'avoir un réseau, un écosystème très engagé sur le sujet. Donc on a vu notamment, on a vu la présentation de Céline sur The Shift Project. Voilà, vous avez également d'autres acteurs, comme l'Institut du numérique responsable, qui a aujourd'hui qui est en train de réussir le challenge de regrouper les entreprises de services de numérique, les grands comptes, les TPE et les PME autour de ce sujet de la sobriété digitale et qui a en fait fourni aujourd'hui des travaux sur ces sujets que je présenterai en fin de présentation. Vous avez également d'autres structures comme Infogreen Factory ou It's On Us, et notamment It's On Us a participé au projet NegaOctet, qui aujourd'hui propose de pouvoir développer des analyses de cycle de vie détaillées sur les chaînes d'un point de vue digital. Voilà, donc on commence à avoir des outils. Alors, il y a également l'Alliance Green IT. Il y en a d'autres. Je reprends l'exemple de NegaOctet. Aujourd'hui, on travaille notamment avec l'ADEME qui lance un nouveau projet pour pouvoir justement déployer cette base de données et permettre de faire des analyses de cycle de vie de manière plus industrialisée et plus rapide à des coûts avantageux. Voilà, donc ça, voilà. On sent qu'on a vraiment une convergence des acteurs sur ces sujets afin de pouvoir permettre à tous et tous de réduire leurs impacts. Je te laisse reprendre. Oui. Alors, quand je disais qu'on n'avait pas la science infuse, on reste une entreprise d'ingénieurs qui fait ce qu'on lui demande de faire. Même si on se pose des questions, on se pose ces questions en se rendant compte qu'on ne pourra pas y répondre tout seul. Ou plutôt, si on y répondait, ce serait peut-être avec beaucoup de manque à la réponse. Très tôt, donc, on s'est entouré d'un écosystème, comme vient de le présenter Jérôme, mais on s'est aussi allié, je dirais, sur des axes de réflexion. On apprend en marchant, on essaye de travailler sur ces axes qui ne sont pas simplement techniques, mais qui sont aussi sociologiques, philosophiques, qui nous dépassent, avec des parties prenantes externes, entre autres des centres de recherche, comme la chaire Godin-Tech avec l'IMTSB, donc Institut Mines Télécom et Sciences Po. Sur ces 4 axes qui sont 4 axes intéressants, qui ne sont pas les seuls axes qui sont importants à prendre en compte, mais qui sont quand même déjà, qui posent réellement le sujet et qui nous importait de pouvoir mettre en œuvre, ou au moins d'avoir une réflexion. On voulait y apporter notre contribution d'industriel, puisque ça reste des chaires de recherche et donc finalement, a priori, décorrélées de solutions arrêtées, mais ancrées normalement dans une problématique qui se pose bien, que ce soit sur l'innovation dans le numérique responsable, que ce soit sur donc les référentiels. Amélioration continue veut dire qu'on a des KPI, veut dire qu'on arrive à se challenger, à progresser. Donc en fait, on arrive à se mettre dans une boucle vertueuse d'amélioration continue. Que ce soit sur comment développer by design des technologies numériquement responsables. Réinventer aussi les futurs, tout ce qui est sur le monde de demain, l'éthique dans l'IA, quelle va être notre cible à atteindre quelque part quand on va parler sobriété et que ça va avoir un impact sur peut-être nos solutions et la construction de nos produits. Et tout ce qui a trait avec la gouvernance de tout ça, la gouvernance à tous les échelles. On a parlé de la France, de l'Europe qui était un peu en avance. On se rend bien compte que c'est une problématique mondiale. Comment on va arriver à gouverner tout ça, à se mettre d'accord et à converger vers des référentiels communs. Une éthique commune, je crois que c'est mal parti entre l'Amérique du Nord et l'Europe pour l'instant, mais on peut toujours les challenger sur des règles, entre autres comme on a fait pour RGPD. Voilà. Et donc de réfléchir, accompagné par des personnes qui nous aident à poser les problèmes.
Donc, je vous parlais du cadre législatif qui aujourd'hui a encore besoin de s'engager davantage sur ce sujet de la sobriété numérique. On a un bon exemple de la loi Rennes qui a été promulguée en novembre de l'année dernière et qui aujourd'hui impose dans tous les cursus de formation pour les écoles d'ingénieurs dans le numérique d'avoir des formations sur l'éco-conception. Donc on a par exemple l'initiative écologue sur la ville de Nantes qui a regroupé plusieurs acteurs, donc l'Institut numérique responsable, l'IMT, les universités également des acteurs privés, sur quels sont également ces cursus, quels sont ces contenus pédagogiques. Et ensuite, de voir aussi se poser la question, c'est quels sont les savoirs qu'on va pouvoir transmettre à mes étudiants. Et nous, d'un point de vue entreprise, quelles sont les compétences qu'on va pouvoir attendre de ces formations. Et la question qu'on va pouvoir se poser aussi, une fois que ces personnes seront été formées, c'est comment on va pouvoir les intégrer sur nos projets et comment on va pouvoir utiliser cette compétence riche qui va nous amener à renforcer nos travaux sur l'éco-conception. Voilà, donc ça c'est un exemple très concret de l'évolution de la loi qui va plutôt dans le bon sens. Alors après, est-ce que c'est suffisamment rapide ou pas? Ça, le futur nous le dira, l'avenir nous le dira. Voilà, donc là aujourd'hui vous avez plusieurs travaux qui vous permettent de travailler sur ces contenus pédagogiques avec différentes orientations métiers en fonction des différentes thématiques, parce que forcément l'éco-conception n'est pas la même quand vous êtes dans l'IoT, dans du designer UX, etc. Et c'est la convergence de ces forces-là, de ces compétences qui va nous permettre d'avoir une solution éco-conçue de A à Z. Et on terminera sur ces derniers référentiels. Alors on vous en a listé 3 qui ont été proposés ces derniers mois, ces dernières années, suite à des différents travaux, différents groupes de travail regroupant acteurs publics et acteurs privés. Vous avez notamment l'AFNOR qui vient de publier il n'y a même pas 2 semaines, donc c'est vraiment tout frais. Son dernier guide d'éco-conception des services numériques. Donc c'est gratuit, c'est disponible sur Internet, on vous invite à en prendre connaissance. Vous avez également le référentiel RGESN qui a été proposé par la DINUM. Vous avez également le GR 491 proposé par l'Institut numérique responsable. Alors GR 491, c'est presque 500 points. Hein, donc voilà, vous avez une bonne lecture pour les prochains jours. Voilà, donc ce sont des contenus très denses, très riches, parfois conceptuels, qui manquent parfois de pratico-pratique. Donc justement, c'est le rôle en fait, de s'approprier ces premiers référentiels, de les faire vivre et de pouvoir les décliner opérationnellement, concrètement, au sein des projets qu'on peut délivrer à nos clients. Voilà, en vous remerciant. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Donc, pour passer à la table ronde et avant de prendre les questions de la salle, je voulais un petit peu faire un double clin d'œil. Un clin d'œil à Mme Lescope, parce que je sais que vous êtes restreinte par rapport à notre préparation, et un clin d'œil à M. Jancovici qu'on a déjà cité. Et alors, je suis venu avec... Voilà. Il faut toujours avoir un échantillon sur soi, n'est-ce pas ? Est-ce que ça, c'était quelque chose dont vous vouliez parler? Sans doute que beaucoup de gens dans la salle l'ont offert, l'ont lu. Je vous pose une question simple, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout le monde le lise? Alors oui, il faut appuyer sur le... Alors ça, c'est une BD qui a été écrite avec... c'est Christophe Blain, hein, je crois, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Christophe Blain. Donc Christophe Blain, c'est lui qui fait la BD, en vrai, et Jean-Marc Jancovici, qui normalement, qui depuis très longtemps fait de la sensibilisation sur les sujets énergie, climat, qui fait le cours aux mines, qui a créé le Shift, qui est aussi directeur d'une société de conseil sur le bilan carbone. Et Christophe Blain, quand il a eu... on appelle ça une bascule, on appelle ça un shift, c'est à un moment donné où on commence à comprendre ce que ça signifie le réchauffement climatique et où ça change notre vision du monde. Donc Christophe Blain, quand il a eu quand il a compris ça, il a eu le besoin de contribuer au sujet et il a proposé à Jean-Marc Jancovici de faire une BD et il a mis les cours sous forme de BD. Et ça donne ce livre qui permet, qui par rapport à une conférence ou par rapport à un cours aux mines, permet une approche sous la forme d'une BD des enjeux énergie, climat, et de ce qu'il faudrait faire pour arriver à
à mettre tout ça sous contrôle. Donc voilà, c'est un bel objet, des beaux dessins et au service d'une compréhension un peu scientifique de la problématique qui est face à nous. Donc voilà, tout le monde peut le lire. Ce que je voulais dire aussi, peut-être au début de ce livre, il y a une espèce de... Enfin, Jean-Marc Jancovici décrit... Bon, il y a à peu près 20 ans, il s'est dit qu'il y avait un sujet avec le climat. Il a tiré la pelote, il tire encore à la pelote. Et c'est un sujet qui est très vaste. Et ce soir, enfin, je sais pas, il y a je pense dans la salle des personnes qui ont des niveaux de compréhension de ces sujets-là qui sont très variables. Ce soir, je vous encourage tous à tirer la pelote, à vous approprier le sujet. Moi, ça fait depuis 2018, on va dire, que j'ai vraiment percuté. Depuis 2018, je sais pas, à peu près toutes les semaines, je digère de nouveaux contenus. J'ai lu les bouquins de Monsieur Biwix, etc. Appropriez-vous le sujet, comprenez-le. C'est un sujet qui est compliqué, ça fait partie du problème, que c'est compliqué. Et il faut passer du temps à le comprendre pour se faire sa propre conviction et arriver chacun à s'approprier le sujet et ce qu'on peut faire, puisque la solution, elle est à la fois globale et individuelle. Il faut bien arriver à se positionner dans le contexte global pour arriver à agir individuellement. Donc ce qu'on vous a dit ce soir, le prenez pas forcément pour argent comptant, creusez-le. En le creusant, vous allez voir à peu près comme toutes les personnes qui se penchent sur le sujet que c'est encore plus difficile et plus grave finalement que ce qu'on a pu vous dire ce soir, puisque la situation, je vais réinsister lourdement là-dessus, mais il faut vraiment qu'on progresse très très vite sur la compréhension du problème et sur notre adaptation face à cette crise qui va être très très significative. Alors du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On comprend bien qu'il y a un enjeu de formation. Avant de vous poser une question sur ce que vous pourriez justement nous expliquer là-dessus, je voudrais faire tout de suite la promotion pour ça et me tourner vers Thibaut et Fabien. Vous comprenez qu'il faut que vous prévoyez un cours sur la maîtrise de ces enjeux-là au sein du master. Je pense que c'est inévitable, y compris alors, au sein de Dauphine ou d'EMIL. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il faut y réfléchir, monsieur. Intervient depuis des années, donc c'est un collègue en fait, voilà. Alors pas au niveau du master, mais au niveau du cycle ingénieur civil. Et donc sinon c'était pour dire qu'on avait réfléchi à la question et qu'il y avait quelque chose qui était en route quand même. Donc parce que cette conférence, en fait, pour être clair, on estimait nous que c'était la conférence de la maturité. Elle devait intervenir après 20 ans de master. Bon alors il y a eu le Covid qui nous a rajouté 3 ans dans la vue, mais voilà, donc non, mais c'est pas mal de réfléchir à ces sujets-là. Moi, je pense rien qu'au sein du diplôme. Alors, si je reviens par rapport à ce que le Shift, à ce que vous avez produit avec le Shift, je l'évoquais initialement, quels sont les enjeux pour vous que vous voyez au sein des entreprises? Parce que là, vous venez de nous appeler à tous faire quelque chose individuellement, mais au sein des entreprises, comment est-ce que tout ça peut être mené à bien? La première chose qu'essaye de faire le Shift, c'est la mesure, c'est-à-dire comprendre l'impact, mesurer les gaz à effet de serre, mesurer aussi les autres impacts environnementaux, même si quand on fait des gaz à effet de serre de façon un peu complète, on arrive quand même à avoir un proxy qui permet d'avoir une vision d'ensemble. Donc la première chose, c'est la mesure par les fournisseurs, les grands fournisseurs américains aussi. Voilà, et une fois qu'on a une mesure qui aujourd'hui est faisable dans les grandes ordres de grandeur, même si elle n'est pas parfaite, on est capable d'identifier différents leviers. Donc Philippe l'a évoqué, il y a vraiment l'extension de la durée de vie des différents équipements. Ça, c'est absolument fondamental, à la fois pour la pollution en gaz à effet de serre, mais pour tous les problèmes miniers. On est dans des dynamiques de marché aujourd'hui qui sont portées par l'obsolescence. Techniquement, il n'y aurait pas de problème à ce qu'on utilise des équipements beaucoup plus longtemps, mais le marché fait que voilà, c'est intéressant de les renouveler et donc il faut vraiment garder les choses le plus longtemps possible et s'organiser en termes d'écosystème pour que ce soit possible. Ensuite, il y a la consommation d'électricité, la réduire. C'est hyper important, ça va l'être encore plus avec la crise ukrainienne, je pense. Mais travailler à réduire la consommation d'électricité et arrêter de se comporter comme si l'électricité était quelque chose de disponible à profusion, sans conséquence pour l'environnement et pour la suite des choses. Voilà, donc dans les entreprises, ça va être de travailler des axes de minimisation dans les pratiques de développement, dans les pratiques de data management, dans les pratiques d'architecture, travailler à faire
plus avec moins. Comme disait Philippe, moi aussi je suis très convaincue qu'on a des marges de manœuvre absolument énormes en termes d'optimisation. Moi j'ai commencé ma carrière il y a un certain nombre d'années, on faisait du numérique avec beaucoup moins de ressources et on y arrivait très bien. On a plein de cerveaux qui savent faire ça très bien. Seulement jusqu'à présent, on leur a pas trop demandé de le faire. On leur a plutôt dit vous n'avez plus trop besoin de réfléchir, allez-y, maintenant tout est gratuit, donc il n'y a plus de problème. Donc voilà, on sait faire mieux, faut juste qu'on fasse mieux. C'est vrai que quand on tire la pelote, on apprend plein de concepts et des nouveaux mots. Moi, en écoutant Philippe, il y a un mot que j'ai appris qui est cornucopien. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un cornucopien, mais ça évoque en fait, et c'est vrai que moi j'entends aussi souvent ça, c'est de dire le génie de l'homme est tel que de toute façon, quels que soient les problèmes qui se sont présentés au cours de notre histoire avec un grand H, on va trouver des solutions. Et puis, derrière, il suffit de rajouter une petite couche de Yaka Faucon et en voiture Simone. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cornucopien ? Alors, ça vient du latin. Là, pour le coup, je suis sûr que le niveau a baissé. Pas comme en physique ou en maths, assez incontestable. Donc, cornu, la corne, 4e déclinaison, je crois. Cornucopiae, donc la corne d'abondance. Voilà, donc c'était, vous savez ce que c'est la corne d'abondance. Il y a une histoire avec un dieu, une déesse, mais je ne me souviens plus laquelle, mais ça se trouve assez facilement sur des sites éco-conçus, qui commencent par un W et qui finissent par un A, ou ailleurs d'ailleurs. Voilà. Donc le cornucopianisme, c'est donc un mot qui a été inventé dans les années 50-60, je pense, dans le débat justement sur la question du progrès technologique. Et donc être cornucopien, c'est penser que vous êtes persuadé que le progrès technologique, effectivement, va nous permettre d'aller vers un monde de plus grande abondance et non pas vers un monde de pénurie, de choc, de contraintes, voilà. Et donc ça existe depuis très longtemps. Il y a des écoles de cornucopianisme. Il y en a un célèbre qui s'appelait Julian Simon, qui était un économiste qui a écrit The Ultimate Resource, la ressource ultime, qui était un pied de nez en fait aux géologues en fait, parce que on parle de ressource ultime justement pour une ressource minière. C'est le dernier goutte ou le dernier gramme qu'on peut aller chercher. Et lui disait la ressource ultime, c'est l'être humain, parce qu'en fait plus on sera nombreux et plus on aura des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, plus en fait on va repousser les limites justement par le progrès technologique, et donc en fait on va vers l'abondance. Et il y a encore aujourd'hui un Julian Simon Index, je crois, qui est mené par, je ne sais plus si c'est le Cato Institute ou un truc dans le même genre du côté de Washington, donc c'est un peu des libertariens conservateurs, je ne sais pas trop quoi, et qui mesure en fait chaque année que les prix baissent en dollars constants ou en dollars courants. Là ça marche moins bien en ce moment avec contraintes. Voilà, mais en fait voilà, c'est très important parce qu'il y a des gens très très riches aujourd'hui et très influents qui sont cornucopiens. Jeff Bezos, par exemple, est cornucopien. Il a une conférence assez marrante qui date de mai 2019 où il explique que à 2% de croissance par an, donc c'est les fameuses exponentielles dont tu parlais tout à l'heure, Céline, aujourd'hui c'est l'énergie solaire du Nevada qu'on a besoin, qui tombe sur le Nevada, et qu'au bout de quelques siècles, à 2% de croissance par an, 3% de croissance par an, il faudrait la Terre entière. Donc ça, du coup, on est contraint. Et du coup, il dit, est-ce qu'on va aller vers la stase et le rationnement ? C'est un peu horrible, la stase, quand on est ado, sur un canapé, tout ça. La stase. Ou est-ce qu'on veut le dynamisme et la croissance ? Évidemment, on est tous pour le dynamisme et la croissance, et donc il dit, c'est super, on va aller dans l'espace. Et parce que là, il y a plein de places au-dessus, il y a toutes les ressources dont on a besoin. Donc c'est vraiment du cornucopianisme primaire. Et en fait, ce truc, malheureusement, ne marche pas, bien sûr, parce qu'il y a une contrainte qui s'appelle l'effet rebond, qui fait qu'à chaque fois qu'on fait des trucs, effectivement, bien sûr qu'on repousse les limites techniques, technologiques, les data centers aujourd'hui, leur architecture, la mise en veille, leur refroidissement à l'eau plutôt qu'à l'air, leur température de fonctionnement, fait que leur PUE pour les amateurs, Power Usage Effectiveness, donc la quantité qu'on met pour faire du froid plutôt que pour faire tourner les serveurs est très faible. Donc ils sont très bons. Mais sauf que alors ça peut peut-être atteindre des asymptotes au moment, mais voilà, globalement, plus on fait des trucs efficaces, plus on dépense en fait. Et ça marche un peu partout, pareil, dans les avions, dans les machines à vapeur, dans les voitures. Les voitures n'ont jamais été aussi efficaces, mais elles sont plus lourdes et plus puissantes qu'avant, donc on dépense toujours la même quantité. Voilà. Et le numérique, c'est vraiment l'endroit où le progrès technologique sans doute est le plus incroyable, parce qu'il y a effectivement des effets de rupture, etc., sur la miniaturisation, la consommation des équipements, etc., et où
eh bien, en fait, cette efficacité technique et technologique, elle est gâchée par un effet rebond hallucinant, évidemment, qui est la croissance, en particulier des données qu'on va générer, qu'on va transporter, qu'on va stocker. Alors, je voudrais savoir, c'était en 2009, Philippe, 2019 ou 2018 ? En 2019, je crois qu'on avait fait notre fête sur la péniche, mais, quelque chose comme ça, donc c'était pas très polluant, ça. Mais on avait fait une conférence sur l'intelligence artificielle. Ouais. Mais derrière, il y a aussi, alors peut-être que la prochaine aura lieu sur tout ce qui est informatique quantique et autres. Pour vous, ça ajoute au problème ou c'est une perspective de solution ou peut-être un peu des deux ? D'abord, c'est difficile de bien en mesurer et comprendre l'impact. Il y a eu quelques papiers scientifiques, je pense, qui ont été faits sur les besoins d'entraînement donc de ces logiciels. Et je ne sais plus, il y a un exemple célèbre avec AlphaGo, je ne sais plus quelle version, et où ils ont montré qu'en fait, ça consommait à peu près l'énergie qu'avait consommé le champion pendant sa vie entière, en gros. Bon, voilà, donc mais ça, c'est la partie du processus d'apprentissage, donc c'est pas forcément ensuite ce qui sert à reconnaître que c'est un chat sur la photo ou je sais pas quoi, ou à reconnaître des contenus, j'en sais rien, compliqués, complotistes sur Twitter, enfin voilà, là où sont utilisés aujourd'hui beaucoup de trucs. Moi, je pense que oui, j'élargirais, c'est-à-dire que aujourd'hui, bah oui, il y a le green IT, on a vu tout à l'heure ce mot qui s'était installé dans les années 2000 et quelques, et puis il y avait surtout le green by IT, c'est-à-dire que le mode de défense, si je puis dire, numéro 1 du secteur, au sens large, ça a d'abord été de dire, oui, ok, laissez-nous consommer un peu d'électricité, parce qu'on va nous irriguer et optimiser et rendre plus efficient l'ensemble des secteurs autour de nous, à commencer par la mobilité, à commencer par le bâtiment, peut-être l'agriculture aujourd'hui, éviter des déplacements, etc. Donc ça a commencé un peu avec la conférence call dans les années 90-2000, en disant c'est super, on va éviter de prendre l'avion. Puis évidemment, malheureusement, non, c'est corrélé. Plus on fait de conférence call avec des Australiens, plus au bout d'un moment, on saute dans un avion pour aller leur dire bonjour. Voilà. Donc ça marche moins bien aujourd'hui. Et la promesse du Green by IT, que ce soit par de l'intelligence artificielle ou par autre chose, eh bien, elle a du mal à se matérialiser. Sauf sur quelques cas d'usage peut-être, mais au niveau global, on a plutôt tendance à empiler, à rajouter. On n'arrive pas à éviter. Alors on verra, il y a peut-être quelques exemples là. Le télétravail peut-être vient un peu perturber le truc, mais c'est pareil, le télétravail, on peut se mettre à habiter plus loin de son boulot, il n'y aller que 2 jours par semaine au lieu de 5. On peut chauffer chez soi, on peut être en birésidentialité. Enfin, il y a plein d'effets aussi rebonds potentiels. Je suis sûr que le Shift est passionné par ça et est en train de regarder ça. Voilà. Donc moi je crois que moyennement effectivement à des effets comme ça de rupture qui viendraient nous sauver quelque part, un peu ce Deus ex machina, et je crois beaucoup plus aux solutions socio-techniques. Ça a été dit tout à l'heure, la question, voilà, c'est autant sociologique que technique. Moi j'ai envie de dire socio-technique. Et c'est Lewis Mumford, je crois, qui disait si le Dieu qui doit nous sauver, le Dieu qui doit nous sauver surgira pas de la machine, mais il surgira à nouveau de l'âme humaine, quoi. Voilà. Donc et je pense que ça résume la posture qu'on doit avoir, qui est une posture très ingénieure de gestion de la complexité, pour vraiment comprendre ce qu'on peut faire ou pas. Mais ensuite, la mise en œuvre, elle se fera forcément au-delà de l'ingénieur, quoi. Alors je vais poser une question pour Philippe, parce que Philippe, c'est un DSI que je connais un petit peu. Alors, t'aimes bien les KPI, t'aimes bien les SLA, t'aimes bien mesurer, t'aimes bien être en contrôle. Alors messieurs, pour quelqu'un comme Philippe, quelles seraient les métriques, les marqueurs de la maturité par rapport à cette démarche qui serait sur le numérique responsable ? Accepter le changement de paradigme qui fait que finalement, nous en tant qu'ingénieurs qui allons mettre en œuvre votre solution, on se doit d'interroger ce que vous demandez. On ne se doit pas de le prendre comme du pain béni et de le faire parce qu'on sait le faire ou parce qu'on le fait mieux que notre camarade d'à côté. Je pense qu'on est vraiment maintenant dans la nécessité de travailler avec vous pour interroger la solution, interroger ce que vous demandez et travailler ensemble. Et c'est vrai que dans une phase de réponse à appel d'offres, ce n'est pas forcément le moment le plus habituellement pertinent que de rentrer dans ce genre de relation, où ce n'est pas le moment où on a envie, en tant que donneur d'ordre, d'entendre ses fournisseurs peut-être sous cet angle-là. Mais je pense que dans le futur, je verrai bien, dans ce changement de paradigme, une partie consulting avec des spécialistes. On se doit, nous, d'être les plus
préparer au goût du jour, justement avec nos partenariats sur des chaires de recherche, avec des associations comme le Shift ou autres, pour arriver quelque part à pouvoir apporter non plus qu'une solution technique, mais de challenger la solution technique pour qu'elle soit svelte by design. Si déjà on a réduit le sapin de Noël à un beau yucca, sans décoration qui ne sert à rien, on va faire de l'éco-conception, du green design sur ce yucca. Mais au moins on aura fait un yucca qui sera finalement ce que vous cherchiez, plutôt qu'un sapin de Noël quelque part qui va servir à rien et qui va encrasser les infrastructures, les centres de données, pour des données qui ne seront jamais utilisées, mais par contre qui seront toujours en veille pour que si jamais un jour vous la demandiez, en 1 seconde, elle soit servie sur votre terminal. Donc je pense qu'il y a tout ce travail qui va amener à un changement de paradigme. Un travail que j'ai abordé tout à l'heure aussi sur les autres actes de la RSE qui sont le côté social, côté communauté. Je pense aussi que si on a ces réflexions et l'habitude de travailler en commun sur des mises à l'essai, on est en train d'apprendre en marchant, on est en train de se créer les technologies, les façons d'être, les parties prenantes qu'on doit intégrer pour résoudre les problèmes. Je parlais des sociologues, entre autres. On a des problèmes d'éthique. En quoi, nous, on est capable de résoudre des problèmes d'éthique ? Il va falloir qu'on invente donc de nouveaux espaces dans lesquels on va faire des bacs à sable ensemble pour peut-être trouver des solutions communes. Voilà. Mais travaillons déjà à réduire. Voilà, je suis tombé dans un travers. À redéfinir ensemble, à repenser la solution. Merci. Alors, on va essayer, vous voyez qu'on s'y tient quand même au timing. On va passer avec Isabelle parmi vous et prendre vos questions, dont je ne doute pas qu'elles seront nombreuses. Qui souhaite poser la première question? Il en faut toujours un, c'est difficile, mais Jérôme, là-bas, j'arrive. Ah non, toi, tu as le micro, formidable. Moi, j'ai une question pour Monsieur Biwix. J'aimerais bien que vous puissiez prendre quelques secondes pour m'expliquer la partie fatale de la chaleur fatale. Pardon, ok. Et du coup, je ferai un tac au tac sur la question de la performance, parce que je pense que c'est hyper important. Alors, chaleur fatale. Donc, en fait, toute l'électricité qui est consommée, à un moment, va terminer en chaleur. D'accord. Donc, l'ordinateur, il suffit de le mettre sur ses genoux, on va s'en rendre compte. Donc, quand cette électricité, elle est consommée dans un data center, je ne sais pas où. Cette chaleur fatale, il va même falloir un peu la gérer et donc refroidir d'une manière ou d'une autre le data center. Bien. Si par contre je suis à la maison ou au bureau, ma chaleur fatale va finir dans ma maison ou dans mon bureau. Si je suis en hiver et que mon chauffage est régulé, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il ne se déclenche que quand je descends en dessous d'une certaine température, quelque part. Si je laisse allumer ma box, mon ordinateur, la PlayStation de mon fils et je sais pas quoi, et qui fait 3 degrés dehors, et que chez moi il fait 18, eh bien, ça sera autant d'électricité en moins que je vais tirer sur les radiateurs ou les convecteurs. Donc, quelque part, ces électrons qui sont passés par mon ordinateur, je pourrais dire, ils servent à chauffer ma maison. Si par contre je suis en été, et ma box, je la laisse allumer 24 heures sur 24 et je laisse mon ordi et ma PlayStation, eh bien cette chaleur fatale, non seulement va réchauffer un peu ma maison, ce qui est désagréable dans les épisodes caniculaires, mais alors, on pourrait imaginer en plus qu'en plus ma maison ou ma voiture TGV soit climatisée. Alors là, non seulement il faut que j'élimine la chaleur fatale, donc je vais consommer des électrons en plus. Voilà. Donc si vous jouez à la PlayStation, il faut toujours jouer en hiver. Et jamais à l'extérieur, pour que la chaleur fatale soit récupérée. Non, mais c'est hyper important, c'est bête, mais en fait, on pourrait inventer un monde dans lequel, par exemple, je ne sais pas, les calculs qui sont faits pour les films, par exemple, je sais pas, les effets spéciaux, les films, on les ferait que en hiver. Et en fait, il n'y aurait pas de... Voilà, c'est un espèce de... Alors après, le problème, c'est qu'il faut... En même temps, il y a une contrainte, c'est que du coup, comme il y a beaucoup qui est dépensé au moment de la fabrication, il faut que les équipements soient aussi très utilisés. Donc il y a une espèce de contrainte un peu... Tout est bourré d'injonctions contradictoires. C'est ça qui est affreux, bien entendu. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est plus clair, voilà. Et du coup, je rebondissais juste sur les performances, parce qu'en fait, c'est marrant parce que je vous écoutais, et en fait, j'entendais la même chose que moi dans mon agence d'archi maintenant. C'est-à-dire que c'est pareil, en fait, un bâtiment... Je sais pas, 70% ou 80% de son bilan carbone, il est embarqué au moment où on fait le programme, en fait, où on décide
bah, il faut combien de mètres carrés pour accueillir quoi, comment et combien de personnes. Et donc la première question maintenant qu'on fait, c'est on dit mais en fait il faut que nous on devienne des tueurs de mètres carrés en fait. On commence par dire mais vous avez besoin de quoi en fait. Alors c'est plus facile parce que c'est moins en appel d'offres à ce moment-là, on est plus en assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est après que l'appel d'offres vient, quand les architectes vont concevoir sur un cahier des charges. Mais au départ ça va être de dire mais c'est quoi le juste dimensionnement? Est-ce que 3 fois par an peut pas être un peu serré? C'est pas grave, tant pis. Et puis on survivra avec ça. Et la question de la performance du coup. Aujourd'hui, c'est un truc évidemment qui est très contraignant dans l'informatique parce que derrière, il y a évidemment des sites avec des millions de dollars par seconde ou que sais-je qui, quand ils tombent, c'est insupportable, c'est pas possible. Mais je pense que demain, on peut tout à fait imaginer des choses où on accepte de détendre les performances et en fait, ça va libérer techniquement des trucs hallucinants. On n'est pas prêt pour ça. Mais l'Ukraine, tout ça, ça va nous aider. Je prends un autre exemple qui est dans le sens. Par exemple, sur la question, si vous allez lire les rapports de RTE, la filiale d'EDF, là, sur la question des transitions énergétiques pour la France en 2050 ou 2060, en fait, il faut une France qui sera très éolienne. Voilà, je ne vais pas vous cacher. Les scénarios, il y en a plus ou moins, mais il y en a beaucoup. Quand vous avez une France qui est très éolienne, si vous n'avez pas détendu les performances, c'est-à-dire vous dites, moi, quoi qu'il arrive, n'importe où, j'allume et je veux que ça marche, eh bien, en fait, il faut accepter que pendant une semaine ou 10 jours, il n'y ait pas de vent du tout en Europe. Donc s'il n'y a pas de vent du tout pour une semaine en Europe et vous avez 40% de votre électricité qui est éolienne, il faut que vous ayez des systèmes de stockage de 40% du système électrique pendant 10 jours. Croyez-moi, ça va faire un sacré paquet de biométhaniseurs, de batteries, de stations de pompage, turbinage, et je vous en passe, et de l'hydrogène et des machins, électrolyseurs et autres. Si on accepte de dire, tiens, eh ben, une fois tous les 2-3 ans, pendant une semaine, il n'y aura pas de vent, bah, c'est pas grave, on va envoyer les électrons au transport, aux hôpitaux, là où il y en a vraiment besoin. Et puis à la maison, tant pis, on va baisser le chauffage un peu. Hop. Désagréable, hein, 18, 17, 16, 15, on sort l'anorak, tout. Les mitaines pour bosser. Mais j'économise une quantité phénoménale de trucs à installer, d'un système qu'on n'arrivera pas à installer de toute façon pour plein de raisons différentes. Donc voilà, c'est ça en fait, détendre les performances, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau d'exigence des consommateurs, certainement, où on fantasme un niveau d'exigence des consommateurs qui est hallucinant. Et s'il y a bien un truc à apprendre de Covid-19, me semble-t-il, c'est la capacité à descendre le niveau de performance attendu. Dans le monde de la livraison en 3 clics et de la fast fashion, il faut que j'attende 9 mois pour avoir un vélo en 2020, quoi. Hein, enfin, je sais pas trop. Parce que, je sais pas quoi, voilà. Les chaînes de machin, les trucs sont emboutés et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu la révolution en disant « mon vélo n'est pas arrivé en 24 heures ». C'est voilà. Donc je pense qu'en fait, voilà, le problème c'est qu'il faut que ça soit collectif. Le premier qui fait ça tout seul, il se fait shooter, évidemment. Mais si on le fait collectivement, on est à un niveau soit réglementaire, soit avec des fédérations qui se mettent d'accord, etc. On peut, une masse critique, l'Europe versus d'autres, j'en sais rien, on peut faire plein de choses. Qui prend la suite de Jérôme, là-bas? Monsieur Guillaume Cochard de Landra. J'ai une bonne vue, je vois les... d'ici. Merci Frédéric. Oui, l'ANDRA, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. J'ai une question relative à l'effet rebond. Est-ce qu'il y a des limites à l'effet rebond? De la même manière qu'on se rend compte que l'argent fait le bonheur jusqu'à un certain point, puis au-delà d'une certaine somme, le bonheur lié aux ressources diminue. Est-ce que l'énergie consommée par chaque individu a une limite à un moment donné? C'est pour moi, du coup. J'en sais rien. Je ne sais pas trop si ça a été modélisé ou pas. Déjà, il y a plein de sortes différentes d'effets rebonds. Je pense qu'il y a des effets rebonds où on va manger une partie des gains, mais pas forcément tout. Donc, en fait, les thermiciens vont calculer que le bâtiment Intel, qui était une passoire thermique, je pensais que j'allais économiser tant d'énergie. Puis, en fait, j'économise pas tout à fait ça parce que les gens vont chauffer un peu plus. D'abord, ils vont arrêter d'avoir froid. Et donc, du coup, je vais manger une partie des gains. Alors ça, c'est l'effet rebond gentillet. Puis il y a l'effet rebond très méchant, c'est effectivement les coûts sont tellement abaissés que ça va vraiment générer des besoins en plus. Alors c'est vrai sur le trafic aérien, je sais pas, les turboréacteurs des années 90-2000 et même aujourd'hui, ils ont favorisé l'essor de l'aviation low cost, etc. Donc là, on est vraiment dans un effet rebond positif. Est-ce qu'il y a des limites? J'aurais envie de dire sans doute, à un bout d'un moment, parce que c'est comme un peu sur l'économie de l'attention, tout ça, il y a un moment où il n'y a plus la place, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait un humoriste qui contestait un peu le fait qu'il y avait des publicités pour
pour EDF dans des magazines. Il disait, quand je rentre le soir, si je veux une publicité pour une plaquette de chocolat, je me précipite sur ma plaquette de chocolat, j'ai envie de manger. Mais quand je vois une publicité pour, je sais pas, EDF, la production nucléaire, par exemple, ça me donne pas envie d'allumer mes plaques pour rien le soir. Et pourtant, il y a quand même des pubs. Et il en déduisait du coup qu'il y avait peut-être des budgets pour un peu faciliter un certain nombre de choses. Je plaisante et c'est pas une attaque personnelle contre l'Andra du tout. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute des limites à la consommation, oui, sûrement. Mais à date, on les a pas encore trouvées, puisque la consommation énergétique progresse, enfin, territoriale, en prenant en compte l'énergie grise, le bilan des imports et des exports. Hein. On exporte des Airbus et puis on importe des matières premières et des objets manufacturés, pour faire simple. Et voilà, aujourd'hui, on sait que ça continue à augmenter pour l'instant. Donc on n'a pas encore trouvé la limite, quoi. Oui, moi je voudrais... Alors est-ce qu'il y a des limites à l'effet rebond? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, plus ne veut pas dire mieux? Enfin, je comprends un petit peu votre question comme ça. Alors je vais poser une première question. Qui a des enfants dans la salle? Bon. Est-ce qu'il vous arrive de piquer une crise de nerfs parce que vous les voyez sur leur téléphone ou sur leurs ordinateurs? À qui ça arrive? Surtout en été, moi. Moi, ça m'arrive tout le temps. Il y a une très bonne série sur Arte qui parle de tous les mécanismes addictifs qui sont mis en place dans la totalité des applications qu'on utilise, de Instagram à Netflix, à... Enfin bref, toutes ces applications, c'est sur la dopamine que ça génère. Je crois que là, on a un exemple d'effet rebond qui est pas positif. Le niveau de concentration, moi, mes ados, ils se sont auto-mis des limites sur leur téléphone maintenant parce qu'ils ont remarqué que ça faisait baisser tout seul leur concentration. Ils ont remarqué ça tout seul. Et leur concentration est certainement... Enfin voilà. J'ai un autre exemple d'effet rebond. Toi, tu dis... que le nombre d'objets manufacturés qu'on a ne nous pollue pas la vie. Qui a des problèmes de rangement dans ses placards, dans son appartement? Qui s'est dit j'ai besoin de mètres carrés en plus pour avoir des placards en plus pour stocker des tas de trucs? Qui a des caves pleines dans la salle de trucs que quand vous les regardez, vous dites mais comment j'ai fait ça? Qui se dit parfois c'est plus facile de trouver un nouveau produit chez Leroy Merlin que dans mon appartement parce que dans mon appartement j'arrive plus à rien trouver, que tout est mélangé et que c'est tellement profond au fond de la cave ou au fond des placards que je peux pas le retrouver? À qui ça arrive? Qui a regardé ce qui se passe dans les poubelles à Paris? Qui a été dans un centre de retraitement de déchets, regarder les volumes de déchets qui arrivent par tous les camions parisiens, observer ça pendant, je l'ai fait, 1 heure et se dire waouh! Alors moi, je crois que l'effet rebond négatif, plus je regarde, plus je m'aperçois que le temps que je passais à faire du shopping, le temps que je passais à ranger les trucs, maintenant j'ai tout mis à la ressourcerie, c'est la ressourcerie qui range pour moi, c'est cool. Je veux dire, c'est du temps que je passe à jardiner, à être avec mes gosses, à m'occuper de mes vers de terre. Et je ne suis pas sûre que j'ai perdu en effet au change. Je crois bien au contraire. Et en plus, comme ça, j'ai rencontré M. Jean-Marc Jancovici, qui est une personne absolument extraordinaire. Et donc, je dédie du temps un petit peu au Shift Project. Il me semble qu'on a vraiment un truc à penser dans nos modèles de vie où, l'effet rebond négatif, je pense qu'on est... on déborde de ça, en fait. La ville dégouline de ça. Enfin, moi, c'est ma perception depuis que j'ai eu mon réveil écologique. C'est pas toujours facile à vivre, mais, mais je me marre bien quand même. Voilà. On va prendre une dernière question avant de passer à un moment moins sobre. Jean-Christophe Opticaire. Je peux le faire par ici, a priori, non? Non. Si, c'est bon, ça marche. Justement, ça m'amène à autre chose. Vous avez parlé de la surabondance de biens matériels. Et là, alors qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que la sobriété s'impose, dans la banlieue de San Francisco, il y a des gens qui planchent sur le métavers. Alors, je ne doute pas qu'inventer une vie virtuelle dans laquelle on peut vendre des produits virtuels, payer en monnaie virtuelle, qui, elle, sera échangeable contre de la vraie monnaie utilisable dans le monde réel, c'est intéressant. Mais sur le plan de la sobriété, vous en pensez quoi? Ouais, on peut répondre tous les deux, je pense, parce que j'ai pas un avis tellement plus pertinent sur le métavers que qui que ce soit. Hein, donc, je pense qu'on a tous notre avis éventuel là-dessus. D'abord, il y a des gens qui disent qu'ils y croient pas, c'est pas possible, c'est trop con. Enfin, que justement qu'il y a déjà tellement de temps à passer sur tous les écrans déjà dispo, que se chausser les lunettes en plus et trucs. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu le monde dans lequel on vit, où on a juste beaucoup de consultants qui nous disent qu'on va être disrupté, disrompu, je sais pas quoi.
Du coup, même les entreprises paniquent un peu. Il y en a qui se mettent déjà à acheter des trucs sur le métavers au coin de telle et telle rue. Les NFT, où le fils de John Lennon arrive à vendre des objets sans les donner. Enfin, c'est des trucs vraiment génial, quoi. Voilà, j'avais vu un tweet, je ne suis pas sur Twitter, mais on m'avait envoyé un truc où il y a un gars qui avait commenté en disant la machine à traire les cons et marche à plein régime. Et effectivement, voilà, c'est toujours une histoire. Il y a un peu un côté schéma de Ponzi quand même derrière tout ça. Hein. C'est ceux qui rentrent en premier et puis qui vont faire des bonnes affaires, on le sent bien. Et puis derrière, le troupeau va essayer de suivre plus ou moins. Mais c'est vrai que quand Facebook est passé à la vidéo, ça s'est vu dans les câbles transocéaniques. Hein. Ça a vraiment contribué fortement au développement des données. Enfin, ça a permis de maintenir cette croissance exponentielle que tu décrivais tout à l'heure, Céline. Donc voilà, on peut dire non, mais ça va pas sortir, en fait, c'est trop bête. Ou alors, voilà, mais j'ai du mal ou alors on sera tous dans des villes très très moches, avec des trucs, et puis en fait ça sera youpi, je sais pas quoi, le monde de oui avec des pubs en plus. J'ai vraiment du mal à me projeter là-dedans. Mais sans doute, oui, forcément, c'est tout le débat de la 5G. Hein, quand à l'automne 2020, hein, il y a eu un peu ces questions-là, avec des tentatives de moratoire d'un certain nombre de villes, de métropoles, mais c'était pas de leur compétence en fait d'interdire le déploiement de la 5G. Où il y a eu un peu cette idée de dire on va faire de la téléchirurgie. D'abord, c'était ça, téléchirurgie. Alors, téléchirurgie grâce à la 5G. Alors, vous imaginez, le chirurgien est à San Francisco, parce que les clients sont bons là-bas, et puis du coup, il vous téléopère. Alors, mais il faut la 5G, donc partout, en fait. Donc, vous êtes sur le parking de votre village, et puis du coup, vous êtes opéré par le... sauf qu'évidemment, il vous faut un anesthésiste, des infirmiers, des infirmières, une salle de réveil, tout. Donc, en fait, il suffit d'avoir de la fibre optique dans un hôpital, en fait, ça s'appelle, quoi. Donc, la 5G, ça ne servait pas. Alors là, du coup, ils ont dit, ah oui, non, c'est la télémédecine, en fait. Ah bah ouais, alors là, avec Covid, du coup, télémédecine, c'était super. Et là, récemment, j'ai vu qu'en fait, il y avait une idée de 5G pour les ambulances, pour prendre en compte plus vite les gens qui ont, par exemple, une attaque ou un truc. Du coup, voilà, on peut tout de suite, grâce à la 5G, peut-être faire un premier diagnostic pendant que l'ambulance roule et va à l'hôpital. Donc, c'est assez marrant de dire qu'à chaque fois qu'on veut nous passer un nouveau truc, c'est souvent la médecine, la santé, en fait, hein, qui est utilisée comme... voilà, vous irez voir le riz doré des OGM et tout, c'était un peu tous les mêmes trucs. C'est quand même intéressant. C'est soit ça, soit la sécurité. Ça marche bien ensemble aussi. Donc... Voilà, moi je pense que on va voir, mais du coup, la 5G, ça risque d'être beaucoup de jeux vidéo multijoueurs, beaucoup de réalité virtuelle, de réalité augmentée. C'est ça qui demande des temps de latence très faibles et des gros débits, et c'est ça que sait faire la 5G, quoi. Non. Ouais, ça y est. Je voudrais tout d'abord remercier à nouveau CGI qui nous a accompagnés. Et c'est vraiment, pour toute l'association, d'avoir comme ça, de conférence en conférence, des partenaires, et cette année telle que CGI, ça fait vraiment chaud au cœur, même, je peux dire. Donc un grand merci. Je voudrais également remercier évidemment chacun de nos 4 intervenants d'être venus et d'avoir été... moi, j'ai tout compris. Alors, voilà, si j'ai tout compris, c'est que c'est bon. Mais en tout cas, d'avoir été très clair, parce que l'objectif qu'on avait avec le bureau de l'association, c'était on s'était dit on va évangéliser un petit peu. Donc, je pense que l'objectif est atteint, et vraiment pour ça, merci. Je voudrais évidemment vous remercier à tous d'être venus très nombreux. Et puis alors, je vais terminer par, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, 3 petites autopromotions. Alors, la première, vous avez des flyers de passerelles et compétences. Alors, en fait, ces gens-là vous proposent quelque chose de pas mal, puisque en fait, c'est des gens formidables, et ils vous proposent de devenir à votre tour des gens formidables. En gros, vous avez des compétences au sein de vos entreprises. Pourquoi ne pas les mettre au service pour un temps partiel que vous décidez avec eux, pour d'autres associations qui peuvent avoir besoin de ça. Et c'est vraiment toutes les compétences professionnelles qui sont recherchées. Donc voilà, si certains d'entre vous cherchent à mener des actions de bénévolat, je ne doute pas que le Shift Project saura aussi vous accueillir, mais en tout cas, notre partenaire qui est Passerelle et Compétences vous attend. Et si les personnes de Passerelle et Compétences qui nous font l'amitié d'être là ce soir, alors carrément, levez-vous là, parce que là, vous lancez une hola, mais voilà.
Donc, n'hésitez pas à aller les voir à l'occasion du cocktail. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. De solidarité. Merci de me corriger. Alors, le deuxième instant d'autopromotion, je vais encore demander aux gens de se lever, mais on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui... alors évidemment, il y a beaucoup de diplômés, donc c'est pas la peine de vous réinscrire, hein, le diplôme, vous l'avez. Même si vous avez HEC, ça marche encore. Hein. Mais pour tous ceux qui viendraient et qui n'auraient pas un diplôme du master, donc il y a 3 formations, hein, il y a 2 CESA et le master, alors le management stratégique de l'information et des technologies. Non mais t'as vu Thibaut ? Je me suis amélioré. Et donc, alors, si Thibaut, Fabien peuvent se lever, je crois qu'il y a Madame Lafeuille. Il y a d'autres personnes qui devaient se lever là. Ah voilà, mais vous êtes déjà debout, alors forcément, je ne vous vois pas. Claire Médrala n'est pas là. Si, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc là, c'est pareil. N'hésitez pas à aller les voir. Ils se feront un plaisir de vous expliquer comment on s'inscrit, le cursus et les bienfaits que vous aurez à rejoindre cette grande communauté puisque nous sommes 900 anciens, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Tu ne l'as pas dit tout à l'heure. Si, tu l'as dit, alors je n'ai pas écouté, c'est très mal. Et enfin, dernière autopromotion, et après je vous promets que le slide, je déclenche le slide d'après tout de suite, c'est que vous retrouverez la vidéo de cette intervention à la fois sur le site de Dauphine, et je tiens à remercier les moyens techniques de Dauphine. Alors, au-delà de cette salle absolument incroyable, je pense que ça nous gardera à tous, on conservera un sacré souvenir, parce que c'est quand même une table qui n'est... Enfin, à laquelle on ne s'assied pas tous les jours. Mais au-delà de ça, donc on a en régie des moyens techniques qui nous ont permis de filmer cette conférence. Et donc vous la retrouverez sur le site de Dauphine et également sur le site MSIT TV sur YouTube, qui est une tentative de votre association préférée de faire parler d'elle en donnant du temps de parole. Donc c'est quelque chose où... Alors on peut faire des formats peut-être plus courts, mais voilà, on s'est dit on va donner du temps de parole aux gens et on veut mettre à l'honneur des parcours d'anciens du master. Donc si vous êtes intéressé, alors là je ne me lève pas, je suis déjà debout, venez me voir avec le pot. Et donc je passe comme promis au slide d'après et vous apprécierez le niveau de modération que vous devez mettre à vos consommations. Bonne soirée, merci encore.